Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour suivre ensemble la qualification de Formule 3 à Bahreïn qui commence dans une dizaine de minutes désormais et qui sera suivie ensuite par la qualification de Formule 2 à 15h55. On a failli perdre Luc Branding il y a quelques minutes. Oui, bah, enfin, si tu parles de ce que je pense, oui, a priori, il y a eu un petit incident avec Alex Albon lors de la séance d'essai libre, mais au final, plus de peur que de mal. Le double écran tennis F3, miam miam. Oui, bah moi aussi, je t'avoue que pour moi aussi, c'est déjà double écran de base, donc là c'est un peu triple écran, c'est un peu compliqué, mais oui, on espère que ça va tenir pour notre Français Arthur Fils en tennis, évidemment. J'ai rien suivi de la FP1, il y a Fils Alcaraz, mais moi aussi, j'ai suivi Fils Alcaraz. Je suis un énorme fan de tennis et surtout d'Arthur Fils, qui est, je pense, mon joueur de tennis préféré, voilà. Euh, S'il vous plaît, le jour où on a une interview de Hadjar sur la chaîne, je veux que la notif de sub soit changée en No, I destroy the car et qu'on offre ma sub. Ouais, maintenant qu'il est en F1, ça va être compliqué de l'avoir en interview, hein, je te le cache pas, ça va rendre les choses plus compliquées. Bon, de base, on est quand même là pour suivre la F3 et la F2, même si voilà, le streamer pas sérieux, mais moi aussi j'essaie de regarder le tennis en même temps. Bon, de toute façon, le stream n'a pas encore commencé au niveau de la Formule 3. Évidemment, le live timing est déjà tout prêt. Vous retrouvez ici le résultat des essais libres de Formule 3. Alors, les essais libres de Formule 3, ça a été un petit peu une gigantesque blague, puisque pendant une demi-heure, globalement, il s'est rien passé. Mais genre vraiment, rien passé. Il y a Ivan Dominguez qui avait fait 3 tours et c'est tout. Donc non, il avait. Donc non, non, il avait. Non mais je rigole avec le commentaire de Julien, mais oui, j'espère que. Moi, mon espoir, c'était que Arthur Fils termine son match en 2-7 et que voilà, on puisse directement enchaîner. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Comme très souvent, malheureusement, il fait durer le suspense. Donc voilà, séance d'essai libre qui a été assez silencieuse pendant les 30 premières minutes. Il y a eu un peu d'activité pendant les 15 dernières minutes, mais bon, a priori, visiblement, personne ne roulait vraiment à fond. A priori, on est très loin des temps de qualif qui devraient arriver cet après-midi. La piste n'était pas nettoyée. Depuis, il y a les F1 qui sont passés dessus. Il y a eu la première séance d'essai libre, notamment avec 6 pilotes rookies, dont notamment Luke Browning et Dino Beganovic, qu'on retrouvera. Quand il y avait 3 balles de break à 5-5, je me suis dit ça va le faire. Et en tennis, peut-être encore plus qu'en sport auto, faut jamais. Comment tu dis, enfin, faut franchir la ligne, c'est pas faut franchir la ligne d'arrivée, mais bon, voilà, il faut aller jusqu'au bout, faut conclure, et je pense que ça l'est encore plus en tennis qu'en sport auto. Donc bon, on va espérer que ça se passe mieux. Ouais, 30A, c'est bien sur son service, très bien. J'en profite pour remercier les quelques follow depuis le dernier live, Fennec, Buzzsaw et Antoine Polis qui ont follow la chaîne depuis la dernière fois. Faut pas franchir la ligne justement, oui, bien vu. Bien vu, bien vu. Donc bon, voilà, pour en revenir à la F3, il y a voilà, ces résultats avec Raphaël Camara, le leader du championnat, on le rappelle, devant Nicolas Tsolov, Tuka Taponen, Ramos et Alessandro Giusti qui confirment quand même si c'est la séance d'essai libre, qui confirme quand même qu'il a l'air vraiment dans le match ce week-end. Et son équipe MP aussi, hein, Team Tramnit est 8, Bruno Delpino est 9. Encore une fois, voilà, je pense que cette séance d'essai libre est à prendre avec des grosses pincettes. Visiblement, les temps vont très 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 largement baisser. Euh, donc voilà, on retrouve Théophile Naël 27e. Bon, je pense pas que ce soit spécialement représentatif. En tout cas, voilà, une séance d'essai libre assez ouverte, même si je ne sais pas si vous avez vu l'article de Formula Scout que j'ai partagé. Attendez, attendez. Comment ça 3-3? Non. Oh non. Bref, attendez, je tente de retrouver la fenêtre que je. Voilà. Euh, L'article que j'ai partagé de Formula Scout, qui a un peu analysé vraiment les essais qu'il y a eu, les in-season tests qu'il y a eu à Bahreïn. Il y a eu 3 jours d'essais, ce qui fait aussi que les équipes de F3 et de F2 ont très très peu roulé ce matin. C'est parce qu'en fait elles avaient déjà toutes les infos qu'elles avaient. Euh,
Mais donc voilà, il y a Formula Scott qui a fait un petit article. Maintenant, bon, il y a des ingénieurs qui m'ont dit quand même que cet article n'était pas forcément 100% représentatif, puisque même si il y avait des... euh, voilà, ils avaient combiné les différentes données, les différentes datas de ces essais, etc., en mettant notamment le relais de course avec Crawford qui serait 4 dixièmes d'avance plus rapide que tout le monde, Martins qui serait 18e, et en F3 par contre on aurait Alessandro Giusti qui serait le plus rapide, juste devant Tsolov, Camara, Tramnitz et Naël dans le même dixième. Alors j'adorerais que ces résultats soient représentatifs. Je pense qu'il faut il faut pondérer tout ça quand même, puisque voilà, c'était toujours à des moments différents, c'était toujours parfois ouais, des programmes différents, ce qui pourrait poser souci, mais là on s'avance un petit peu puisqu'on va parler des courses. Il fait extrêmement chaud à Bahreïn, et visiblement il n'y a aucune équipe n'a fait de relais aussi long qu'une course principale, par exemple en F3, ou de même en F2, personne n'a fait de relais, de simulation de course qui a duré aussi longtemps que la course sprint. Donc ça pourrait poser quelques petits soucis. Ça pourrait poser quelques petits soucis au niveau de la dégradation. A priori, des petites infos que j'ai, il y a des équipes aussi qui ont tenté de se faire une simulation d'arrêt au stand. Par exemple, en F2, vous savez qu'en course sprint, il n'y a pas d'arrêt au stand obligatoire, mais en 2017, Charles Leclerc s'était révélé aux yeux du grand public, j'ai envie de dire, en faisant une stratégie ultra agressive et en rentrant au stand lors de la course sprint pour s'imposer. Et donc il avait réussi à gagner, mais a priori cette stratégie n'a pas l'air gagnante. L'arrêt au stand coûte beaucoup beaucoup de temps aujourd'hui, en tout cas en 2025. Donc visiblement cette stratégie n'a pas l'air favorisée vraiment par les pilotes, par les équipes de F2. Alors que oui, le stream de F3 de Canal Plus est lancé. Donc au niveau de Canal, là on est à la tête du commentateur. C'est pas Anthony Drevet qui commente, tiens. Bon, bah écoutez, raison de plus pour streamer. What are your predictions for the top 3? Good question. I would say Camara first. Ouais, donc je dirais Paul de Camara, et puis après, j'ai envie de mettre Justy troisième, ou je sais pas, Taponen. Taponen, so, Camara, Taponen, Justy. Je tente, je tente. On verra ce que ça donne. Tramnit sans pôle pour toi? Ouais, pourquoi pas. Sur un stade Reveil et autre part, j'avoue que je sais pas. Je sais pas. Alors que là, justement, il y a le canal qui nous montre à l'image, moi de mon côté, attendez, hop, je tente de me mettre le plus en direct possible, où il a la photo de classe de la Formule 3. Je vais me remettre sur le live timing, moi. Je repasse un petit peu par le championnat. Regardez, Rafael Camara en tête du championnat devant Nael, Stromstad, Bedrin, Stenson, Intra Pufasak, Ramos, Bilinski, Tramnit, Vurza, Gazeta, Tsolov, Voisin, Ugochukwu et Leon, qui sont les 15 pilotes à avoir marqué des points. Maintenant, on va passer sur le live timing. Bah voilà, de toute façon, Canal Plus remontre le classement à nouveau. Bonsoir Percy, prêt pour la masterclass à venir de Tassana Goat. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo d'Antoine, alors que là, si vous voulez vous synchroniser avec moi, il y a une interview de Théophile Naël à l'image qui vient de commencer. Voilà. Oui, Antoine a mis que parmi les 30 jeunes pilotes à suivre, il a mis dans sa liste Tassanapol Intrapufazak. J'avoue que j'ai pensé à toi, Nitram Nitrin. Je me suis dit, bizarre. Enfin, comment ça? Comment ça? Bon, c'était surprenant. Mais en tout cas, voilà, en dehors de ça, je vous conseille évidemment cette vidéo. Il a dû regarder les résultats Wikipédia et encore, non, je pense pas. Bah, puisque en plus, justement, il n'a pas dû regarder les résultats Wikipédia, puisque justement, il avait confondu, il avait dit qu'il était 9ème de Freka, alors que bah non, il a été 9ème d'Eurocup 3 en 2023, qui n'était pas une année absolument phénoménale en dehors du top 2. Il n'a pas mis Consani. Après, il va pas mettre tous les pilotes de F4 non plus. Déjà, il a mis quelques pilotes de F4 italiennes, et voilà. C'est grand public, c'est normal, c'est grand public. On peut pas s'attendre à ce que. Voilà, moi, il a parlé de Caranta, de Deligny, etc. Ça me va, ça me va. Il fait 6ème d'Eurocup 3 en plus, même pas 9ème. Attends, mais il a confondu avec quoi alors?
Parce qu'en tout cas, Indra Pouvacek, il n'a pas fait de fracas, ça j'en suis sûr. Ça j'en suis sûr. Il n'a pas mis le GOAT, le seul, l'unique Pacum Weissenberger. Ouais, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Le drapeau vert devrait pas tarder à être agité hein, au niveau de la qualification de Formule 3. Alors qu'on a Raphaël Camara à l'image. Alors que Alcaraz a confirmé son débreak et mène 4-3 dans le troisième set face à Arthur Fils. Tu dis que c'est bien parce qu'il y a ton nom dans la description. Dans la description et dans la vidéo. Petit flex, mais petit flex. Non, 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 et puis... alors voilà, sur son choix de pilote, surtout en dessous de la F3, je suis pas forcément d'accord avec lui, mais F2, F3, j'ai peu à redire, sauf pour moi, il y a un gros oubli, Callum Voisin, qu'il n'a pas mis dans sa liste. Alors que voilà, le drapeau vert est agité, toutes les voitures se précipitent pour sortir la grille de départ, et je pense que le live timing est un tout petit peu en retard, vu que le drapeau vert a été agité, attendez, 15h, 15h08, ah non, normalement ça devrait être ça. C'est qui le commentateur Canal? C'est Arnaud Rakoto. Son nom me dit quelque chose. Son nom me dit quelque chose. Je sais, enfin, on l'entend souvent à l'oral, mais je sais pas qui c'est vraiment. Je ne sais pas qui il est. Pour être parfaitement honnête avec vous. Finaliste au micro. Ah oui, ils avaient fait une émission comme ça. Ah oui, oui, oui. Ah, possible. Possible, possible. Pas un journaliste malgache. Écoutez, je ne le connais pas personnellement. Je connais beaucoup plus Anthony Drevet. Mais oui, on l'a déjà eu, hein. C'est pas la première fois qu'on l'a cette année. Après, de toute façon, moi du coup, je ne mets pas le son, puisque sinon je vais me faire strike par Canal, ce qui n'est pas le but quand même. Et d'ailleurs, toutes les équipes sortent des stands, sauf les tridents. On a les trois tridents qui partent sur une stratégie décalée. Stromstad avec la numéro 4, Camara avec la numéro 5, le leader du championnat, Wurz avec la numéro 6, qui partent après tout le monde. Oh, on voit, ils ont des pneus usés. Oh, Camara, il a des pneus très usés. Il devrait laisser sa chance à Antoine du Pit Stop pour commenter. Bah, il avait fait, je crois, une course de F1 Academy déjà, en tant que commentateur, pas en tant que pilote. Je crois qu'il en avait déjà fait une. Donc c'est ça, hein. Tout le monde est sorti sauf les tridents. Oh, déjà le trafic, évidemment, en F3 c'est assez classique. Évidemment, pour ceux qui découvrent la Formule 3, on rappelle que les qualifications de Formule 3 peuvent être très facilement assez chaotiques. Il peut y avoir des drapeaux rouges, il peut y avoir pas mal de crash, etc. Alors que là, il y a des pilotes qui font du hors-piste pour essayer de se dédoubler d'éviter d'être gênés. Mais bon, ils font du hors-piste, donc à voir. C'était le cas notamment d'une high-tech, je crois que c'était Gérard Chier, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait du roue contre roue, hein, franchement. Alors, à un rythme de sénateur, mais ça fait du roue contre roue, là. Le championnat du siècle. Penses-tu vraiment que Capieto peut être en F3 cette année, à la fin de saison, après une année frica monstrueuse ou au début de l'été? Bah après, voilà, moi de ce qu'il m'a dit, voilà, il essaye de voir pour faire une saison de frica au moins partielle avec CL Motorsport. Et voilà, c'est s'il y a des très bons résultats qui arrivent, pourquoi pas faire de la F3? Ça me paraît assez compliqué quand même. Alors que là, on revoit le gigantesque dépassement en dehors de la piste de Gérard Chier sur deux MP, sur les MP de Delpino Tramnitz et Van Amersfoort, et deux Van Amersfoort. Ton prono pour Slater, typiquement, moi Slater, enfin, je le vois vraiment au niveau de la 12e place. Mais alors, je sais pas où exactement. Alors que Santiago Ramos est rentré au stand. Ah, ça n'a pas l'air prévu par contre. Ça n'a pas l'air d'être prévu dans la stratégie vu que Nael et Dominguez sont toujours en piste. Il y a dû avoir un petit souci pour le pilote mexicain qui, on rappelle, avait remporté la première course de la saison avec la course sprint. Donc ouais, pour Slater, moi je le vois bien pour ses débuts, on rappelle, en Formule 3, je le vois bien autour de la 12e place. Mais peut-être 12e, 13e, on rappelle l'enjeu de la séance de qualification, c'est bien évidemment la pole position, évidemment, mais c'est aussi la grille de départ pour la course sprint, la course à grille inversée qui offre certes moins de points le samedi, mais qui permet aux pilotes
qui permet au pilote 12e des qualifications de partir en pole position. Donc ce top 12, il est vraiment important pour construire un week-end vraiment complet et espérer scorer des points sur les deux courses. Alors qu'on est justement en caméra embarquée avec Freddy Slater, un petit peu au ralenti. Alors il n'est pas à fond, hein, évidemment, tout le monde est au ralenti, mais là il est un peu isolé sur la piste, c'est assez étonnant. Ouais, pole en course sprint, enfin... Ouais, je peux vraiment voir Slater 12e, hein, moi. Hein. Enfin... Surtout que, alors, il est chez X Racing, qui est certes, ces dernières années, l'une des moins bonnes équipes, mais quand même qui a montré qu'avec la nouvelle réglementation à Melbourne, avec Nikita Bedrin, le très expérimenté et véloce pilote russe Nikita Bedrin, il était vraiment capable de porter X Racing au niveau du top 5 et de jouer les podiums. Slater ne peut pas lui porter préjudice ce week-end de F3 de pas se focus sur la Freca à fond pour être fils qui vient de casser une raquette. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Comment ça? Non! Mais c'est quoi ça? Me dis pas qu'il s'est blessé. Non, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Fils, pardon, il y a une conversation parallèle sur ce qu'on suit le tennis en même temps avec Arthur Fils, qui malheureusement va peut-être s'incliner finalement face au numéro 2 mondial, enfin numéro 3 mondial, Carlos Alcaraz. Bon, ouais, ça va, hein, qui lui a... Premier affrontement, pas passé loin de la victoire, mais ça va être compliqué visiblement. Il va apprendre pour les prochaines fois. Bon voilà, les premiers tours commencent à être établis. Maintenant, c'est pas des temps très représentatifs pour le moment. On ne pousse pas vraiment à fond. On rappelle qu'on était en 1,50, en 1 minute 50 aux essais libres. Non, non, j'ai pas de fils, non. Arthur Fils, le joueur de tennis. Mon chouchou. Mon chouchou qui, malheureusement, se dirige vers la fin. Dommage. Dommage, dommage. Mais ça n'enlève rien à l'excellente semaine qu'a faite Arthur Fils. Martinus Stenson, pour l'instant, qui établit le meilleur premier secteur absolu. On va commencer à avoir des premiers temps compétitifs. C'est les high-tech qui vont ouvrir le bal. Gérard Chez d'abord, mais qui est déjà à 4 dixièmes sur le premier secteur de Stenson. Bon, les voitures sont encore chargées, sont encore bien chargées en essence, hein, parce qu'on voit un petit, j'ai l'impression, on voit un trop plein d'huile au niveau de la voiture de Gérard Chez. Allez, on va enfin avoir des premiers chronos. Non, les tridents sont sortis des stands. Les tridents sont sortis en décalé au final. Wurst, Ramstead et Camara. Et Gérard Chez rentre au stand. Et c'est aussi le cas pour Stenson. Est-ce que ça va être le cas pour tout le monde? Alors on est en caméra embarquée avec Alessandro Giusti. Les stratégies... oh là 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 là. J'ai l'impression que on est peut-être en pneu usé, hein, pour tout le monde. Alors Callum Voisin a établi un premier temps, un premier vrai temps 1,51,3, c'est moins rapide qu'en essai libre, ça va aller beaucoup plus vite, hein, de toute façon. Il y a Clérodine qui sont passés sur la ligne, Mariboya à l'instant. Giusti qui va aller au bout de son effort, alors qu'Ugo Chukwu prend le meilleur temps, directement battu par Alessandro Giusti, qui fixe une première référence, 1,50,877. Théo Final qui monte au troisième rang lui aussi. Pour l'instant, les prémas, surtout Brando Badoa, c'est compliqué, hein. Alors, ça reste qu'un premier tour, on va pas faire de grandes généralités. James Wharton qui signe le meilleur temps pour 2 millièmes de seconde, directement battu par Christian Ho, le pilote de Singapour sur sa Dams, battu une fois désormais par Nicolas Tsoloff. Attention au Campos, hein, Nicolas Tsoloff qui avait déjà fait le deuxième temps aux essais libres, qui était déjà bien en forme lors des essais, lors des in-season tests fin mars sur ce même circuit. L'un des favoris au titre, hein. On le rappelle évidemment à sa troisième saison, le jeune pilote Red Bull, qui au vu de son expérience et de son talent, fait partie des favoris au titre. Stromstad qui remonte 9ème, les Tridents qui passent sur la ligne, Wurz et Grafel Camara qui ne va pas au bout de son effort. On part sur des stratégies différentes. Alors j'ai l'impression quand même que les Tridents avaient des pneus extrêmement usés, hein, quand on a vu l'onboard de Camara quand il était encore dans les stands. J'ai l'impression que les équipes, et même entre les équipes, on part sur des stratégies différentes, hein.
Il y a énormément de corrections, de survirages. C'est même étonnant de voir Alessandro Giusti quatrième, puisque sur l'onboard qu'on a vu, on l'a vu vraiment en train de batailler dans le dernier secteur, à faire des énormes corrections. Malgré ça, il fait un quatrième temps. Callum Voisin, là, qui a fait un petit peu de hors-piste, là, à la fin du premier secteur. Des blocages de roues, évidemment. Là, c'est des conditions franchement pas du tout évidentes. Que ça soit pour les pneumatiques, que ça soit pour les voitures, il fait extrêmement chaud. La piste est très abrasive, mais aussi pour les pilotes, tout simplement. Pour être très honnête, je ne sais pas si ces jeunes pilotes voilà, 16 ans pour le plus jeune, Freddy Slater, à 20 ans, 21 ans, ont déjà expérimenté ce genre de conditions. En tout cas, je parle je parle plutôt des rookies qui ont parfois très peu roulé en dehors de l'Europe. Il y en a certains qui ont fait les championnats hivernaux, je pense à Théophile Naël, Brando Badouar, qui ont roulé déjà au Moyen-Orient pendant l'hiver, mais c'était pas du tout la même chaleur. Là, on est sur du 35 degrés. Quand je vois chaud, à chaque fois, je dis Chauvet. Je suis d'accord, hein, on est pareil. On est pareil, malheureusement, Pierre-Louis Chauvet, qui était entré en Formule 3 l'espace de quelques courses entre 2020 et 2021. Mais là, chaud, c'est bien pour Christian Ho. Tous les pilotes rentrent au stand. On a montré justement Théophile Naël, là, juste à l'instant dans la voie des stands. Et merci beaucoup à Julien Viave pour son 41e sub offert. Mais tu régales, tu régales, tu régales. Alors que je regarde, voilà, bon, évidemment, on a eu la confirmation Carlos Alcaraz qui s'est imposé. Arthur Fils qui s'incline en tennis à Monte Carlo, 6, enfin, 4, Carlos Alcaraz gagne 4-6, 7-5, 6-3. Bon, écoutez, on aura rêvé, on aura vibré. On aura vibré avec Arthur Fils, et c'est ça le plus important, je trouve. Mais bon, écoutez, déjà, il s'est extrêmement bien battu face à l'une des références du tennis mondial. Donc voilà, on ferme le chapitre tennis, et maintenant, on va se concentrer à fond désormais sur la Formule 3. Tout le monde est rentré au stand, tout le monde a pu déjà fixer un premier temps. C'est important quand même de fixer cette première référence, puisqu'on ne sait jamais de quoi la qualification de F3, qu'est-ce que peut réserver cette qualification de Formule 3. On a toujours beaucoup de crash, d'interruption, ce genre de choses en Formule 3. Notamment, par exemple, ça avait été le cas à Melbourne, où on n'était pas allé au bout de la qualification et où, par exemple, Alessandro Giusti avait fait que un seul chrono, avec en plus un problème de DRS, on le rappelle, ce qui l'avait forcé à se qualifier seulement en 14e position. C'est important d'avoir un premier temps, d'avoir une première hiérarchie, parce qu'on ne sait pas s'il y aura des deuxième, troisième chronos, il y en aura très probablement, et il y aura moins d'essence, donc ça va aller de plus en plus vite. Et d'ailleurs, les équipes ressortent déjà des stands à 18 minutes de la fin, c'est intéressant. Est-ce que peut-être on va avoir 3 tentatives? C'est la question que je suis en train de me poser, parce que je trouve ça assez tôt pour ne faire que 2 tentatives, ils en ont déjà fait une. Un Français éliminé au tennis, ça ne va même pas manquer. Pour une fois qu'on a un bon Français là qui arrive, qui a 21 ans, numéro 1 mondial des moins de 21 ans, non, non, c'est en train de venir, c'est en train de grandir, c'est en train de mûrir, et voilà. Euh, Confiant le petit Justice sur Canal, mais il est un peu chaud, étonnant à Bahreïn, oui, sans blague. Non, mais oui, après, moi je suis alors, je vais peut-être le jinx évidemment, mais voilà. Alessandro Giusti, c'est vrai qu'il a l'air à l'aise sur cette piste de Bahreïn. Ça a notamment été le cas en essai. Merci. Merci à Julien qui offre des subs sur demande. Merci beaucoup. Et en plus, t'as fait 42. C'est merveilleux, c'est mon numéro fétiche, hein. Pour moi, si j'avais été pilote de F1, ça s'est pas joué à grand chose, hein, mais si j'avais été pilote de F1, ça aurait été mon numéro permanent en tout cas. Voilà, petite confidence. Donc écoutez, voilà un premier regard sur ce premier classement. Tsoloff, Ho, Wharton, Justi Ogochoku, Nael. Pour l'instant, pour les Français, ça serait une excellente qualif, hein. P4, P6, devant tous leurs coéquipiers, ça serait vraiment l'essentiel. Intra Poufassak, très bon 7ème, hein, quand même si les Campos sont globalement en forme. Vu que Tsoloff est premier, bon, il y a 8. Stromstead, Leon, Lacorte, Voicing qui aurait pour l'instant la pole pour la grille inversée, mais évidemment, ça va changer. Ça va changer, les temps vont tomber. D'ailleurs, pour le moment, le leader du championnat est assez discret. Oui, 25e. Voilà,
avec un meilleur temps en 2 minutes 14. Bon, voilà, il est peut-être pas allé vraiment à fond, je pense. Je pense. Pourquoi le 42? Je sais pas. Bah, quand j'étais petit, moi je le voyais partout ce numéro. Je le voyais partout, partout, partout. C'est. Non, je suis pas né en 42 et j'ai pas 42 ans et je viens pas du 42, je viens du 28 moi. Donc, mais c'est juste voilà, c'est la réponse à la question sur la vie, l'univers et le reste, etc. Il y avait plein de coïncidences, je le voyais partout, etc. Donc c'était vraiment mon numéro fétiche, ça l'est toujours. Donc voilà, petit instant confidence. Alors que là, les deuxièmes tentatives vont être lancées. C'est à nouveau les high-tech qui ouvrent le bal avec Martinus Stenshorn sur sa livrée McLaren, jeune pilote McLaren, qui doit. Oh, il n'est pas à fond. Il n'est pas à fond. Non, non, il n'est pas à fond. Excusez-moi. Il n'est pas à fond. Salut à Tim qui rejoint dans le chat pour dire des bêtises comme d'habitude. J'avoue que je sais pas s'il y a un pilote qui prend le numéro 42, si ça va être mon pilote, si c'est un pilote que je vais apprécier ou si au contraire je vais être ultra jaloux qu'il ait pris ce numéro à ma place, je ne sais pas. Pour l'instant, ce n'est toujours pas arrivé depuis l'instauration des numéros permanents en F1 en 2014. Alors que là, on repart sur la même période, sur la même chose que sur la première partie de la qualification. On essaie de se dédoubler, on essaie d'avoir de l'air propre, mais pour l'instant, on se gêne plus qu'autre chose. Y a-t-il une limite au nombre de pilotes qui peuvent occuper un siège en F3? X pourrait-il effectuer des rotations tous les week-ends? Théoriquement, oui. On se rappelle de Charouz Racing, qui est d'ailleurs devenu X Racing bien plus tard, qui avait utilisé je ne sais combien de pilotes, peut-être 6 ou 7 pilotes lors des 9 manches de la saison, je crois, attendez, peut-être 2021, avec notamment des Zdenek Chovanec, Alessandro Famularo, etc. Donc il n'y a pas forcément de limite. Et pour être très honnête, actuellement, les deux premiers pilotes qui ont été annoncés, c'est pardon, Bedrin et Slater. Donc, c'est quand même deux excellents pilotes qui portent complètement l'équipe. Mais pour être très honnête, je ne pense pas qu'on arrivera à des niveaux. Je pense qu'on utilisera les mêmes pilotes. À un certain moment, on rappellera Bedrin puisque ça sera plus pratique. À un certain moment, on rappellera Slater puisque peut-être qu'il sera libre ce week-end. Je pense pas que voilà, je pense pas qu'on va avoir 10 pilotes différents pour 10 week-ends. Ça serait peut-être un petit peu trop. Euh, alors que là, on est en caméra embarquée encore avec Alessandro Giusti, la F3 qui va visiblement suivre Giusti, hein, qui est l'un des rares pilotes à avoir une caméra embarquée avec lui. On rappelle qu'en F2, il y a un pilote par équipe qui a une caméra embarquée. En F3, c'est beaucoup plus limité, c'est 4-5 pilotes. Alessandro Giusti fait partie d'eux ce week-end, ça change tous les week-ends. Qui se souvient d'Ayrton Simmons, bah voilà, c'était l'un de ses pilotes. Oh, sympa cette caméra aérienne au-dessus du quatrième virage, pardon. Très sympa. Voilà, alors les temps sont en train de tomber. Alessandro Giusti, 34,8 sur le premier secteur. On va voir si d'autres pilotes battent son chrono. Raphaël Camara, 34,8 aussi. James Wharton, 34,8 aussi. Qui commente la qualif sur Canal, c'est Arnaud Rakoto. Et pas Anthony Drevet. Très grand ce caméraman. Ah oui, oui, oui. Là, c'est plus grand que Wembanyama, je pense. Hein. Callum Voisin, 34,7. Attention, maintenant, il faut les faire tenir ces pneus, parce que c'est bien de faire des meilleurs secteurs absolus sur le premier secteur, mais le circuit est très abrasif. Il demande énormément sur les pneus. Il y a beaucoup de virages en appui, beaucoup de virages rapides aussi. Il faut que les pneus tiennent jusqu'à la fin du tour. On est toujours en caméra embarquée avec Alessandro Giusti qui va bientôt boucler le deuxième secteur. Deuxième secteur le plus rapide, évidemment. Maintenant, on va voir ce que ça donne par rapport aux autres pilotes qui arrivent, notamment James Wharton. James Wharton qui est moins rapide, qui est beaucoup moins rapide qu'Alessandro Giusti. 47,3 sur le deuxième secteur, c'est intéressant. C'est intéressant ce qui nous fait le pilote de la Williams Driver Academy, mais Callum Voisin. Callum Voisin, c'est plus rapide pour le moment après deux secteurs. Alessandro Giusti qui va être le premier à boucler un temps sur cette deuxième tentative, largement plus rapide que Martinus Stenshorn. Est-ce que James Wharton va pouvoir riposter? Raphaël Camara, deuxième, le leader du championnat qui est battu pour le moment par le français.
Kramnitz 3ème, les MPS sont en forme, on l'avait prédit ça. Callum Voisin, attention. Et malheureusement Callum Voisin qui prend la tête avec 23 millièmes d'avance sur Alessandro Giusti. Stromstead 4, les tridents ils sont au rendez-vous aussi. Hein. Tim Tramnitz qui est 5ème, pour le moment battu 3 dixièmes d'écart entre Giusti et Tramnitz. Si les choses en restaient en l'état, ce serait une énorme performance d'Alessandro Giusti. Stenson qui est 6 ou Gochukwu qui est 7. Taponen qui remonte au 4ème rang. Lui, il a vraiment besoin d'une grosse qualification. Christian Hu au 7ème. Très belle surprise de la part du pilote Dams. Taponen, il a vraiment besoin d'un gros résultat. Hein. ART a vraiment traversé Melbourne comme un fantôme. Les 3 pilotes ont marqué aucun point. Intra Poufasa qui finit son temps à la 9ème position. Wurtz, wow, Charlie Wurtz sur la 3ème trident qui remonte au 4ème rang. Théophile Nael 12ème. Ce serait parfait pour le moment pour la course à gré inversé, mais Nicolas Tsolov arrive sur la ligne et remonte au 4ème rang et éjecte le pilote stéphanois de ce top 12. Alors qu'il y a quelques temps qui sont enlevés pour track limit, c'est notamment le cas de Marie Boya. On revoit un gros blocage de roue pour Nicolas Tsolov. Camara, c'est quand même solide. Ah bah oui, c'est l'un des gigantesques favoris. Hein. C'est l'un des gigantesques favoris. Hein. On rappelle, hein, pour être très honnête, si Antonelli n'existait pas, ce serait lui que tout le monde considérait comme un crack aujourd'hui. Merci Eminem. Ah bah parfois j'arrive à avoir une bonne diction. Et puis là c'est bon, je suis plus focus sur le tennis, donc là j'arrive à être un peu plus fluide. Mais évidemment, hein, Camara c'est un champion de fracas, jeune pilote Ferrari. Évidemment c'est l'un des grands favoris, surtout chez Trident. Surtout chez Trident, qui est l'équipe double tenante du titre, avec Gabriel Bortoleto et Leonardo Fornaroli sur ces 2 dernières années. Évidemment, c'est le favori. Il a beau être rookie, c'est quand même le favori. Mais voilà, comme j'ai dit, il y a des pilotes qu'il ne faut vraiment pas écarter, notamment Callum Voisin, actuellement en pole position avec son 1,49,882. Callum Voisin qui avait été 12ème de Formule 3 la saison passée avec une victoire, plusieurs podiums, ce qui avait été vraiment très impressionnant dans une Rodin qui était l'une des pires équipes de F3. Rodin a l'air d'avoir progressé, ils ont eu un week-end très compliqué à Melbourne, même si Callum Voisin a quand même réussi à sauver quelques petits points. Camara s'est certes un petit peu envolé au classement avec sa victoire à Melbourne avec 28 points. Mais la saison est encore longue. Slater, bon dernier. Alors non, c'est Louis Sharp qui est bon dernier. Où est Freddy? Non, Freddy Slater qui est 15ème. Freddy Slater est remonté au 15e rang. C'est une qualif, on l'attendait à peu près à ces eaux-là, hein. Le pilote britannique qui a pu faire les 3 jours de test avec la nouvelle F3 à Bahreïn, qui connaît ce circuit désormais, qui le connaît aussi bien que les autres pilotes. De Formule 3. Bon, voilà, tout le monde va rentrer au stand. Slater est l'avant-dernier à rentrer au stand. Marine Angeli va bientôt le suivre. Pour l'instant, c'est Louis Sharp qui s'est complètement loupé. Alors, une 51, 545. Je ne sais pas s'il y a eu un temps qui a été annulé pour track limits, mais pour l'instant, c'est très étonnant de voir Louis Sharp à cette place de lanterne rouge. On rappelle, c'est le champion GB3 en titre et qui avait l'air assez à l'aise quand même lors des essais de pré-saison. Qui est le coéquipier notamment de celui qui est en tête, Callum Voisin. Donc probablement il y a dû avoir une erreur, que ça soit un gros blocage de roue ou une track limits, mais visiblement c'est étonnant de voir Louis Sharp à cette position là. Une lutte Camara-Antonelli pour le titre Ferrari Mercedes en 2030, et pourquoi pas, alors après voilà, il reste encore pas mal d'étapes à venir, que ça soit pour l'un ou pour l'autre, même si Antonelli en est plus proche vu qu'il est déjà en Formule 1. On revoit ce qui s'est passé pour Javier Sagrera, ou un très joli drift à la sortie du 2e secteur, mais une petite perte de temps quand même pour le pilote espagnol, le vice-champion d'Eurocup 3. Et donc pour Camara, évidemment, il pourrait peut-être y prétendre. Il reste encore la F2 après ça, il reste encore à convaincre en test de F1, et c'est bien ce que je pensais, on va bien avoir une 3e tentative. Donc les temps ne sont pas figés. D'ailleurs, on
on touche du bois, hein. On touche du bois, mais pour le moment, aucun drapeau jaune, aucun accident, aucun incident. Une séance assez fluide, qui n'est pas dans les standards habituels de la Formule 3, on va dire. D'ailleurs, ce serait sympa un autre live prédiction des grilles jusqu'à 2030 pendant la trêve. Ouais, je pense qu'on refera ça. Je pense qu'on refera ça, c'est sympa, vous me le demandez souvent. Donc oui, et puis il y a beaucoup de choses qui ont évolué, hein, de toute façon, dans tous les sens. Et Louis Sharp, c'est bien ce qui s'est passé. On nous remonte ce qui s'est passé. Son temps a bien été annulé pour Track Limits. Allez, je vous spoil Paul de Giusti. Si seulement, si seulement. Alessandro Giusti qui est encore dans les stands pour le moment, qui sera donc l'un des derniers pilotes à partir. Et bah, il part des stands à l'instant. Théo Final qui est 13e pour le moment, le pilote qui figure actuellement à la 2e place du championnat. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce que Théo Final se batte pour les podiums et pour le championnat, ou en tout cas pas pour les podiums à chaque week-end. Mais ça serait bien d'être du bon côté de la barrière, d'être dans ce top 12, même si pour le moment il domine assez largement, assez aisément tous ses coéquipiers, Dominguez qui est 21, Ramos qui est 22, donc c'est bien, c'est une bonne qualif, et ça serait bien d'être dans ce si précieux top 12, alors que là Roman Bilinski est poussé pour sortir de son garage. Les mécaniciens Rodin qui ont un petit peu galéré à démarrer la voiture visiblement. Nael Justice, ça doit jouer la montée en F2 en 2026 ou deuxième saison F3. Je crois qu'on m'avait posé la question aussi lors du live mardi, lors du live de preview, mais idéalement, ça dépendra évidemment de leur performance, mais idéalement, monter en F2 le plus vite possible, mais il faut l'avoir mérité vraiment sportivement. Mais oui, c'est quelque chose qui peut complètement arriver. Voilà, si Justice se qualifie comme ça aussi bien à chaque fois, voilà, si Théo Final nous fait des podiums à chaque fois, c'est vrai que ça se justifie. Pour le moment, il y a une saison de F3 à faire. Et ben voilà, justement, Bilinski, l'incident dans la voie des stands qui a été noté, donc, quand il a été poussé par ses mécanos. T'as vu l'allure de Martin sans combi Williams? J'adore. Ouais, moi j'espère que ça va aller vite. J'espère que ça va aller vite, surtout que ça va aller vite pour la qualif de F2 tout à l'heure, qui commence dans une trentaine de minutes. Justice, il n'y a pas de place pour lui et qui fait la fameuse 3e saison de F2. Ah bah après, non, mais faut pas réfléchir comme ça. Faut pas réfléchir comme ça. Martin, s'il a la livrée Williams, oui. Oui. Et puis en plus, d'ailleurs, normalement, visiblement, si par exemple, si on part très très loin et on se dit que Justy pourrait avoir une chance en F1 dans 2-3 ans, ça serait parfait, puisque Albon et Sainz, ils resteront pas éternellement chez Williams. Voilà, donc non, ça serait bien. Ça serait bien. Ah, Drevet, il est au Castellet. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le Castellet. Oui, il est au Castellet, très probablement, oui. Très probablement. Allez, les pilotes qui s'échauffent pour leur dernière tentative, ultime tentative. On rappelle qu'il n'y a eu aucun drapeau rouge pour le moment. Gros contraste par rapport à Melbourne. On nous montre Rafael Camara, le leader du championnat. Est-ce qu'il se satisferait de cette 3e place, en sachant que Voisin et Justy sont assez loin au classement provisoire? Ça m'étonnerait. Je pense que évidemment Rafael Camara il va tout donner pour décrocher cette pole position et arracher 2 points supplémentaires, on rappelle. Justy, il a l'air en cote, il est populaire et tout. Oui, de toute façon, il y a les résultats qui parlent pour lui en Freca. Pour moi, c'est clairement un pilote qui aurait pu déjà monter en F3 en 2024, mais qui a fait une année de plus en Freca pour mûrir un peu plus. Il a parfaitement mûri. Il a vraiment gagné en régularité. Maintenant, il faut que ça se concrétise sur la piste. Il y a eu un premier week-end de F3 assez compliqué, tout n'était pas de sa faute, mais pour le moment, il répond très bien avec cette 2e place très provisoire. Mais voilà, là, on s'élance pour les dernières tentatives, la dernière tentative de tous les pilotes. On est avec Rafael Camara en on-board sur le premier secteur. Le pilote brésilien, on va avoir les premiers chronos, les premiers partiels qui vont s'afficher. Il reste 1 minute 34, donc là on attaque tous son dernier tour. Team Tramnitz qui améliore 34-7.
C'est un petit peu plus rapide que ce qu'avait fait Justy, je crois qu'il avait fait 34,8. Et Camara 34,5. 34,5, ça va être dur à aller chercher, même si on rappelle que là, les voitures sont plus déchargées, elles ont moins d'essence. Elles ont moins d'essence, donc mécaniquement, elles sont plus légères, ça va plus vite. Et c'est battu par Callum Voisin, 34,5. Elle va être serrée cette bataille pour la pole position. Alessandro Giusti, lui qui entame son tour à cet instant. On est toujours avec Rafael Camara sur cette fin de deuxième secteur, ce long virage à gauche qui doit bien taper sur les pneus. Allez, à la fin du deuxième secteur, Camara qui améliore de 4 dixièmes et demi. 4 dixièmes et demi sur la référence posée par Callum Voisin qui reste bien dans les limites de la piste. Pour l'instant, Noah Stromstad est vraiment loin de Rafael Camara. Il est à 5 dixièmes à peu près de son coéquipier. Taponen en légère amélioration par rapport à Voisin, mais c'est très loin de la référence que va poser Rafael Camara. Voisin qui est en 47,0. Voisin et Camara sont dans les mêmes temps pour le moment. Del Pino qui signe pour l'instant la pole très provisoire puisque Rafael Camara lui passe devant 5 dixièmes et demi d'avance. Temps à battre. Alessandro Giusti, 34,8. Malheureusement, ça n'améliore pas sur le premier secteur. Attention, attention. Tuka Taponen qui monte au 3e rang. Nicolas Tsolov qui repasse juste devant Giusti à la 6e position. Callum Voisin qui est battu. Callum Voisin qui est battu, qui échoue à 1 dixième et demi de Rafael Camara. Voisin qui est pour l'instant 2e. On est en caméra embarquée avec Alessandro Giusti. Il va falloir faire mieux. Il va falloir faire beaucoup mieux s'il veut espérer la pole position. Josh Dufek, 8e, Intra Pouvasak, 12, Giusti qui améliore sur son 2e secteur, mais c'est loin, pour l'instant c'est compliqué, il y a 5 dixièmes et demi après 2 secteurs. Faut au moins aller chercher, un top 5, c'est très étonnant ce qu'a fait Bruno Del Pino, il a sorti ce chrono doux, le pilote espagnol. Christian Roux, 4e, excellente performance du pilote Dams. Sagrera qui remonte au 13e rang. Giusti qui va en finir avec son tour. Reddy Slater à la 10e position. Et Giusti qui n'améliore pas, c'est 9e. Il est 9e pour l'instant. Alors, certains pilotes doivent encore terminer leur tour. Brando Badoer qui remonte au 16e rang. James Wharton, 19. Où est Théo Finel dans tout ça? Je le vois pas. Il est où? Attendez. Théo Finel. 22e. Aïe, 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 aïe. Roman Bilinski qui remonte au 19e rang. Ouh, c'était pas la qualif attendue, surtout que ça partait si bien pour nos pilotes français. Ça partait bien, mais voilà, cette pole position, elle est là pour Rafael Camara, mais quel... Alors c'est extrêmement surprenant comme résultat. Et Tim Tramnitz qui est... Attendez, est-ce qu'il a fini son... Oui, il a fini son tour. Tim Tramnitz qui est battu par ses 2 coéquipiers. Alors là, c'est l'ordre complètement inverse de ce qu'on aurait pu penser chez MP. Bruno Del Pino qui est le plus rapide des pilotes MP. Je pense qu'on l'avait pas dans notre bingo celui-là. Alessandro Giusti qui est quand même 9e, c'est quand même pas mal puisqu'il est dans ce top 12. Il est dans ce top 12 si précieux. Il va pouvoir partir dans les points pour la course principale et aussi très bien placé pour la course sprint de demain. Maintenant, c'est une performance exceptionnelle de pilote qu'on n'attendait vraiment pas. C'est-à-dire Christian Roux, 4e avec sa Dams. Dams, c'est leur 2e week-end en F3. C'est aussi le 2e week-end en F3 de Christian Roux. Je vous l'avais dit lors des previews que c'était vraiment un pilote qu'il fallait surveiller. Mais je ne l'attendais pas à pareille fête. Bruno Del Pino, vraiment 5e exceptionnel. Exceptionnel aussi Bruno Del Pino, je ne sais pas vraiment d'où ça sort. Taponen 6, Stromstead 7, c'est assez compliqué dans la Stromstead 7 qui est battu par ses 2 coéquipiers Camara et Wurtz qui font 1 et 3, belle perf aussi de Charlie Wurtz qui est évidemment beaucoup plus dans l'ombre par rapport à ses 2 coéquipiers de Camara et Stromstead qui font partie de l'académie de F1, Camara chez Ferrari, Stromstead chez Mercedes. Ensuite, voilà, Tsolov 8, Giusti 9, Slater 10. Slater 10 sur sa première qualif, ça peut complètement jouer la victoire. Ça peut en tout cas jouer de très 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 gros points. Wharton temps annulé. Bah écoute, pour l'instant, il est... Ah oui, à l'instant. À l'instant, James Wharton qui passe de la 20e à la 24e position. Del Pino a battu Giusti, c'est bon, tu peux supprimer ta chaîne. Giusti a battu Tramnitz et il est dans le top 12. Donc voilà, mission minimum réussie. Maintenant, quelle surprise!
quelle surprise de Bruno Delpino, ça je vous l'avoue, je vous l'accorde. Surtout que même pendant les essais de pré-saison, enfin les in-season tests qu'il y a eu à Bahreïn, ça se voyait que MP était en forme, certes, mais c'était surtout constamment Tramnitz et Giusti. Donc là voilà, Giusti 9, Tramnitz 13, surtout Tramnitz 13 ça fait assez mal. C'est un peu surprenant. Maintenant, voilà, parmi les autres pilotes, Ramos 30, qui d'ailleurs n'a pas fait d'autres nouvelles tentatives, je pense, c'est assez compliqué. Van Eupen 26, le pilote redoublant de chez ART, en, en délicatesse, hein, en délicatesse clairement. Wharton 24, là aussi, bah, heureusement qu'il y a Tuka Taponen, hein, heureusement qu'il y a Tuka Taponen chez ART pour sauver un petit peu tout ça. Dominguez 23, Naël 22, alors bon, on va dire que dans son malheur, il est quand même devant ses coéquipiers, mais c'était pas la qualif attendue. Je pense vraiment, malheureusement, à la fois pour Giusti, à la fois pour Naël, il a manqué d'un petit truc dans ce dernier tour, puisque de base, ça faisait quand même P2, P13. Là, au final, ça fait P9, P22, c'est pas du tout la même chose. Et surtout, P22, ça va être compliqué de jouer des points. Maintenant, on sait qu'en F3, il peut y avoir des belles remontées, il peut y avoir des dépassements. Surtout à Bahreïn, c'est un circuit où vraiment on peut dépasser. Mais là, ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Ça rend les choses plus compliquées. Honteux pour nos bleus. Ah non, pas honteux pour nos bleus, voilà. Pas honteux pour nos bleus. Quand Justif est 9, non, 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 c'est pas honteux. Puis il a été très bien placé pendant toute la qualif. Il est dans ce top 12 et c'est très important. Surtout après un premier week-end sans aucun point, il faut être bien placé. Maintenant, c'est vrai que bah, j'avoue y avoir un peu cru à la pole à un moment. Mais bon, malheureusement, il a vraiment pas mal payé ce premier secteur loupé. Sur cette dernière tentative. Donc après Naël, Hugo Choukou 21, c'est compliqué aussi là encore pour les prémas. Boya 20, bah, comme tu le dis, c'est vrai, Homero sur sa troisième saison dans une campo, ça commence à piquer. Bilinski 19, Sharp 18. C'est loin du compte pour le pilote néo-zélandais pour le moment. Intra Pufasak, Badoer 16, ça relève un petit peu la tête de l'eau. Ça relève un petit peu la tête de l'eau quand même, hein, après le désastre qu'avait été Melbourne, le pilote McLaren qui partira 16ème, pas trop loin des points. Sagrera 15, Léon 14, il n'y a aucune préma dans le top 12. C'est assez... Préma a du mal, hein. Préma a du mal, hein, sur ce début avec cette nouvelle réglementation. Les difficultés de Melbourne se confirment ici à Bahreïn. Tramnitz 13ème, ça a fait dur. Enfin, c'est dur. C'est dur pour un potentiel gros outsider au titre, qui est battu donc par ses deux coéquipiers et qui part à la pire position. Enfin voilà, il partira 13ème des deux courses. Pole position pour la course à grille inversée demain pour Josh Dufek, bien surprenant. Alors je vois que Zeland 4 qui vanne un peu Josh Dufek, mais bah, en soi, enfin non, non, c'est un bon pilote. C'est peut-être pas un pilote générationnel, mais c'est un bon pilote. Donc qui est bien placé avec sa high-tech. Juste derrière, justement, son coéquipier Martin Stenson qui partira donc deuxième pour la course à grille inversée. Freddy Slater, première qualif directement 10ème. Grosse performance de la part du pilote britannique, qui partagera la 5ème ligne avec Alessandro Giusti, on en a parlé. Ça fait mal ce premier secteur, puisque voilà, il perd facilement 2 dixièmes en améliorant pas. Et bah 2 dixièmes, ça le mettrait plutôt 3ème, 4ème, 5ème. Ça serait pas la même qualif, ça serait pas le même résultat. Bon, 9ème, il faut déjà mettre des premiers points, peut-être un premier podium, voire même mieux, demain sur la course sprint. Voilà, il est bien placé. La qualif, c'est déjà le début de tout. La qualif, c'est le début de tout, vraiment. En F3, F2, c'est importantissime, la qualification en vue des deux courses. Tsoloff 8, Stormstead 7, compliqué, comme j'ai dit pour le pilote Mercedes qui est battu en interne. Taponen 6, heureusement qu'il est là, le jeune pilote Ferrari, hein, pour sauver les meubles chez ART et qui va peut-être enfin pouvoir aussi lancer sa saison, puisqu'on rappelle ART, Taponen, Wharton, Vernopen, c'est 0 points à eux tous ensemble. Et voilà, nos deux gigantesques surprises, Bruno Delpino 5ème, le pilote qui avait fait 3ème d'Eurocup 3 l'an passé, qui n'a jamais été vraiment très considéré dans le line-up MP, qui a sorti un tour de magicien. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir tenir ça en course?
ça reste à prouver. Cristiano, quatrième, excellent, excellent pour Dams, hein, qui tout simplement euh, s'intègre très bien en Formule 3. Je suis d'accord que le line-up de Dams était peut-être assez faible, mais voilà, il y avait un pilote, je trouve, qui faisait ressortir tout ça, c'était Christian Ho, champion d'Eurocup 3 en titre, vice-champion de F4 espagnol la saison précédente. Et bah, clairement, il montre, il montre que c'est un pilote vraiment très intéressant. Charlie Bourse, troisième avec la Trident. Et enfin, bah, une première ligne pour moi des deux plus gros favoris que je détachais en début de saison. Callum Boysin qui va pouvoir enfin lancer sa saison en partant deuxième. Et Rafael Camara qui accroît son avance au championnat au final, puisqu'il passe de 28 à 30 points. On se prépare à une saison de domination Camara à la Bortoleto. C'est possible. C'est possible. On rappelle, hein, c'est une année sur deux. Hein. Il n'y a pas de. Depuis le début de la F3 FIA en 2019, ça alterne. En 2019, grosse domination de Robert Schwartzmann. En 2020, énorme bataille pour le titre entre Piastri, Pourchaire et Sargent notamment. En 2021, grosse domination de Dennis Sauger. En 2022, grosse bataille pour le titre entre Martins, Berman, Maloney et Hadjar. En 2023, grosse domination de Bortoleto. En 2024, grosse bataille pour le titre entre Fornaroli, Mini, Browning et Lindblad. Et peut-être que bah, là, du coup, on est reparti sur une grosse domination. À voir, ça reste le deuxième week-end. Mais clairement, Rafael Camara a l'air parti sur ces standards-là. Et pendant ce temps-là, Evan est en Fun Cup à Dijon, il a tellement sa place en F3. Ah bah oui, de toute façon, il a sa place en F3, ça c'est sûr, enfin, c'est évident. Le gars est champion de Formule Régionale Moyen-Orient, il a fait la leçon. Alors attendez, il a fait la leçon à. Enfin, il a battu beaucoup de pilotes qui sont engagés dans ce championnat, c'est-à-dire Naël, Hugo Choukou, Badoer, Slater évidemment. Voilà, enfin, et puis sans compter d'autres pilotes qu'il a déjà battus par le passé aussi. Donc oui, évidemment, il a sa place en F3. Et pour répondre à Julien, certes, X, ils aiment bien faire tourner sur le troisième baquet, mais le souci, c'est que bah, il faut apporter de l'argent. Donc il y a des arrangements qui ont pu être trouvés pour Nikita Bedrin qui apporte peu d'argent parce que c'est un ancien pilote de l'équipe, il est soutenu par PHM, etc. Donc ça a pu être trouvé. Slater, il amène beaucoup, beaucoup d'argent. Gilder, c'est pas trop la vibe quoi. Donc non, je ne pense pas. Quelles que soient les performances que nous sortira Evan Gilter durant sa saison de Freca, c'est pas trop un genre de pilote que je vois monter en cours d'année en Formule 3. Faut un partenariat intermarché pour Gilter. Bon, le dernier qui a eu un partenariat intermarché, je sais pas si ça a super bien marché pour Théo Pourchaire. Hein. Denis Sauger qui se souvient de l'époque où c'était le nouveau Verstappen. Alors je sais pas si c'était le nouveau Verstappen, mais c'est vrai que c'était le crack de Red Bull. Hein. C'était le giga crack de Red Bull et ils espéraient des très 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 grandes choses. Hein. Ils espéraient de très très grandes choses et puis au final, bah, ça n'a pas du tout confirmé quoi. Ça n'a pas confirmé. Relativement sans rapport, mais as-tu une idée de ce que fait Owen Tangavelu cette année? Je vois qu'il participe jusqu'à ce week-end à l'USF Pro 2000. Bah exactement, bah j'ai pas plus d'infos que toi. Non, globalement oui, voilà. Owen Tangavelu, pilote vietnamo-français, qui court désormais sous licence vietnamienne, a annoncé faire les deux premiers week-ends du USF Pro 2000, qui est un peu la troisième division de l'IndyCar, et voilà, selon les performances, selon le budget, etc. Il continuera. Mais voilà, pour le moment, c'est un peu, il vit un peu au jour le jour en tant que pilote. Pourtant, il est quand même sixième au championnat. Donc il avait fait un très bon premier week-end. À voir ce qu'il fera ce week-end. Alors, ça dit quoi cette qualif de F3? Salut Pierre. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux et on a cru à mieux. On a cru que notre Français Alessandro Giusti pourrait claquer la pole ou peut-être une première ligne. Au final, il doit se contenter d'une 9e position. C'est pas si catastrophique vu que voilà, il est qualifié dans ce top 12 qui est important vu qu'il y a une course à grille inversée le lendemain qui inverse le top 12. Donc il est bien placé pour les deux courses. C'est un pilote qui n'a pas encore marqué de points, donc voilà, sur le deuxième week-end, il faut très vite débloquer ce compteur de points. Sinon, là, je pense à certains pilotes qui sont en dehors du top 12,
à certains pilotes qui vont peut-être voir leurs espoirs potentiels de titre déjà s'envoler, alors qu'on est qu'en avril, puisque bah, après Bahreïn, on aura fait 20% de la saison. Là, comme ça, je pense à Louis Sharp, qui pour le moment n'a pas l'air en bataille vraiment pour des points. Je pense voilà, à certaines prémas, hein, Badoer, Gochukwu, Wharton très compliqué. Voilà, il y a des pilotes qui peuvent se retrouver vraiment sous pression, je pense, dès la fin de ce week-end, si ça ne marque pas de points. Donc voilà, j'espère que voilà, pour Alessandro Giussi, ça marquera des points, si possible des gros points, si possible dans les deux courses, et peut-être des podiums. Et voilà, et je pense que on a eu des grosses surprises sur cette séance de qualification. Del Pino, pour ne citer que. Et je pense qu'il y aura moyen de gagner des positions. Alors, Homero, je sens que t'es vraiment triste, premier degré pour James Wharton, ça me fait de la peine. Pouf. T'as le cœur brisé, ça se voit. Hein. Ça se voit, ça se voit. Écoutez, Attendez. Je vous laisse avec... Enfin, je vous laisse. Non, je vous laisse pas. Bon, je vais fermer cet onglet, malheureusement. Tristesse. Non, mais... Actualise. Oui, voilà. Bon. Voilà. Donc, déjà, avec ce classement en championnat qui peut être actualisé, est-ce que quelqu'un l'a déjà actualisé sur Wikipédia? Oui, c'est bien. C'est bien. Donc voilà, Camara qui a 30 points, qui commence vraiment à s'envoler. Hein. S'il claque encore la victoire en course principale dimanche, ça va commencer à faire un gros écart. Je reviens dans 30 secondes, je vais chercher ma bouteille d'eau que j'ai laissée à côté. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je casse tout, mais vous en faites pas, tout va bien. Tout va bien. Hop, c'est réparé. Pertu, et puis là on peut critiquer Naël. Tu vois, il n'y a personne qui t'a suivi dans le chat. Tout le monde est solidaire pour les pilotes français. Non, bah ouais, après c'est sûr que voilà, ça a été une qualification plus compliquée pour Théophile. Mais après, bon, il est quand même devant ses coéquipiers, l'air de rien, c'est à noter. Maintenant, ah, c'est dommage, c'est dommage. Et attendez, il y en a les retournements de veste, c'est pas possible, hein, c'est pas possible. S'il y en a qui étaient, enfin oui, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient là lors du week-end, enfin lors de la première manche à Melbourne. Purée, Naël, c'était le génie, c'était le demi-dieu français, quoi. Bon, voilà. Je sais qu'on a toujours la réputation de son dernier résultat, mais bon, non, non. Évidemment, ça va être compliqué de marquer des points ce week-end, mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. On verra, peut-être il peut remonter. C'est un pilote normalement qui est très bon sur les départs aussi, hein, Théophile Naël. Un bon départ, il se retrouve, je sais pas, à 17, et puis il fait des dépassements. Ça peut peut-être aller chercher des points encore. Hein. Tout n'est pas fini. Et la F3 est peut-être le championnat le plus intéressant, le plus fou. Donc non, tout est possible. Tout est possible. Bon, écoutez, je pense qu'on va fermer la F3 pour se focus sur bientôt la F2. Car oui, il y a aussi une qualification de Formule 2 qui débute d'ailleurs dans 8 minutes. 8 minutes avant le début de cette séance de qualification avec notamment Victor Martins et Sami Mektounif, nos deux pilotes français. Je passe sur le classement de F2. Il y a des bouchées dans le tas pour aider à remonter. Ah oui, en F3, vraiment, c'est pas le souci. Bah, après, justement, faut savoir éviter les bourrins pour essayer d'éviter les ennuis. McLaren, ils ont fait l'exploit de prendre 3 gros talents, de les mettre dans les meilleures équipes et n'en avoir aucun dans le top 10. C'est vrai que c'est pas... Oui. C'est vrai, mais en même temps, quelle idée de les avoir tous placés chez Prema, presque. Bah non, attends, il y a Stenson. Non. Attends, Stenson, il est combien? Oh oui, il est 11. Ah, ça va, il est 11. Il est très bien placé pour la course sprint. D'ailleurs, dimanche, quand Naël fera une victoire depuis la 22e place, je reprendrai ma veste et je la retournerai.
Oui, il n'y en a aucun dans le top 10, mais bon, Stenson est quand même là. Moi, ce que je comprends pas trop, c'est pourquoi avoir tout, quasiment tout misé chez Prema. C'est bon, je sais pas pourquoi ils ont vraiment fait ça, en tout cas, parce que voilà, Prema, les changements de réglementation, c'est pas toujours ça, même si voilà, là on est sur la deuxième saison de réglementation en Formule 2 et on voit que Prema commence à remonter la pente. Alors, ce classement n'a aucun sens. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Et surtout, et là c'est plus grave, c'est absolument pas représentatif de ce qu'on a eu à Melbourne, car la course principale a été annulée, donc on n'a que les résultats de la course à grille inversée. Du coup, bah, ça n'a aucun sens. Du coup, le pilote qui s'est qualifié 9ème est en tête du championnat. Normal. Voilà, donc bon, on a ce championnat. On rappelle que pour le moment, malheureusement, on a 3 pilotes qui du coup ne sont pas classés, vu qu'ils n'ont fini aucune course, vu qu'il n'y en a qu'une et qu'ils ont abandonné. Et malheureusement, Sami Mektounif en fait partie. On verra, voilà. C'est au final, Bahreïn, c'est vraiment c'est vraiment à Bahreïn, c'est ce week-end que va se lancer la saison de F2. C'est un peu bête, mais là on peut pas dire que la saison de F2 est lancée. Enfin, je veux dire, les favoris au titre, Mini, Martin, Slimblad, enfin, pour l'instant ça se neutralise quoi. Vive l'alliance franco-américaine. Ah bah là on est bien, hein. On est bien en fond de classement. Ouais, mais purée, et oui, en plus, il y avait même, il y avait tous les Français et tous les Américains s'étaient crashés à la course sprint. Et du coup, bah, heureusement que Martin ça a gardé ses points pour la pole, sinon lui non plus, il serait pas classé au championnat et on aurait les deux Français et les deux États-Uniens à la fin, enfin non classés, même pas à la fin du classement, juste non classés. Euh, Martin qui se fait niquer, épisode 268. Bah, oui. Après, c'est pas le seul, hein. Je pense que Mini, il est pas très content non plus, hein. Lui qui partait bien aussi. Crawford aussi, qui partait très bien, qui partait deuxième ou troisième. Voilà, enfin, bon, ça fait qu'on a quelque chose qui n'est pas très représentatif à l'arrivée. On a eu les essais libres de Formule 2 qui se sont déroulés ce matin. Il y a eu plus d'activité par rapport à la Formule 3. C'est les MP. Les MP, à la fois en F3, à la fois en F2, elles ont l'air en forme. Elles ont l'air de vraiment bien apprécier le circuit de Bahreïn. Martin 8ème au championnat, encore un point commun avec Sir Lewis Hamilton. Ouais, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres points de comparaison aussi, mais bon. Ah bah, oh, le live timing qui actualise juste au moment où je parle des essais libres. Bon, oh la blague. Ah, il y a le générique de F2 qui est lancé. Attendez. Bon, le générique de F2 est en train de se lancer. Là, si vous voulez vous synchroniser avec moi, c'est le moment. On voit justement Martin Semiata. Là, maintenant, à l'image. Cordil, Dunn, chez Rodin, Durksen, Shields, chez X-Racing, Mektounif, Esterson chez Trident et Bennett, Villagomez chez Van Amersfoort. Et là, bam, bam, accélérateur de Stars of Tomorrow. C'est la fin du générique. Voilà, si vous voulez vous synchroniser avec moi. Donc oui, c'est Oliver Goethe qui a signé le meilleur temps des essais libres devant son coéquipier Richard Verschoor. Victor Martin, ça fait le quatrième temps. Globalement, ce que on peut dire des essais à Bahreïn, c'est que bah, c'était à peu près la même hiérarchie qu'à Melbourne. C'était encore une fois Victor Martin et Gabriel Emini, enfin plutôt Gabriel Emini et Victor Martin qui était le plus rapide. T'es en retard genre 2 secondes. Bah, j'essaye, mais j'essaye. Là, la Canal nous montre une petite carte de Bahreïn. Sakir, Qatar, Moto, Grand Prix et Losail. Ah oui, oui, parce qu'évidemment, il y a aussi le Grand Prix de moto qui se déroule au Qatar. Putain, j'ai un peu le démon. J'ai un peu le démon quand même pour la qualif de F3 parce que j'ai vraiment cru hein, à un top 3 pour Justy en qualif ou quelque chose comme ça. Ah, ça fait 9. C'est pas la même, hein. C'est pas la même, bon. En vrai, si Percy est en retard, tu mets pause 2 secondes. Exactement. Mais, puisque, enfin, bon, là, on nous montre la photo de classe, là aussi de la F2 qui a fait les photos de classe à Bahreïn. Là, nouveau plan sur le commentateur de canal Arnaud Rakoto. Euh, Martins 20ème des. Oh, wow, wow, j'ai eu peur. Ouf, oh, j'ai eu peur. Je me suis dit, attends, j'ai dit vraiment des grosses bêtises. Mais du coup, non. Oui, Jorge Martin, 20ème des essais libres de moto. En plus, lui, il revient de blessure, donc c'est pas étonnant qu'il soit assez loin.
notre Martins à nous, qu'on nous montre justement à l'image avec Canal, euh, est plus en forme. Il avait fait la pole position à Melbourne, il a remporté la très prestigieuse course des champions avec Sébastien Loeb à Sydney la semaine d'avant. Il a été très en forme aussi, le deuxième plus rapide aux essais, au in-season test juste derrière Gabriel Emini. Le stream de SPN n'a même pas commencé ici aux USA, début de l'intro maintenant. Eh bah écoute, pour une fois, Canal est un petit peu en avance, puisque la qualif, on rappelle, elle commence à 55, hein, donc ils sont un peu short. Enfin, donc là, on va avoir Victor Martins avec une nouvelle livrée, hein. Donc avec une livrée Williams, on rappelle que c'est quand même le gros changement par rapport au meeting précédent. Victor Martins qui a rejoint l'Académie Williams. Si vous d'ailleurs, si vous n'avez pas suivi, d'ailleurs, je vous conseille la petite vidéo de 4 minutes que j'avais fait sur le sujet qui est disponible sur YouTube, sur la chaîne Percy F1. D'ailleurs, au passage, abonnez-vous, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, ou sur Twitter, ou sur Insta, ou sur Blue Sky, ou sur à peu près partout. Il a fait quoi d'ailleurs, Browning au FP1? Globalement, il a failli foutre dans le mur son coéquipier Alex Albon. Non, en vrai, je me moque, mais j'ai pas vu les classements. J'ai pas vu les classements, j'ai juste vu que Gasly était deuxième, Ocon 5. Du coup, je me suis dit, ah, bon, bah, une qualif, enfin, une séance d'essai libre normale en F1. Mais j'ai pas spécialement vu. Mais oui, il y a Browning qui est sous enquête pour avoir gêné Albon, même plus que gêné, visiblement. Ah, oh, attends, drapeau vert qui est déjà agité pour le live timing. Attendez, je peux même pas. Attendez, zut. Hmm, hmm. Euh, Bon, je pense que le live timing il est un peu en avance, hein, parce que là il n'y a pas de drapeau vert, hein. Ah, maintenant drapeau vert, ok. Alors, je pense qu'il va falloir un petit peu augmenter le délai, genre 38, je sais pas, à peu près. D'ailleurs, l'un des autres changements, qu'il y a sur cette grille, si vous regardez les images, il y a une voiture qui a changé de livrée, sans que je ne puisse complètement l'expliquer. C'est Sébastien Montoya qui a changé de livrée chez Prema. On avait déjà vu qu'il était soutenu par Mumbai Falcons, donc l'entreprise indienne, qui a notamment un partenariat très fort avec Prema. Et bah maintenant, il a une livrée complètement Mumbai Falcons. Donc Sébastien Montoya, pilote colombien, a une voiture aux couleurs indiennes. Et aux couleurs, voilà, c'est exactement la même livrée que celle qu'on a en formule régionale Moyen-Orient. Il te reste combien de temps? Là, je suis à 28, 48, 28, 47, 28, 46, 45, 44, 43, voilà, 42. Là, on nous montre voilà, Sébastien Montoya avec sa nouvelle livrée Mumbai Falcons by Prema. C'est assez étonnant. Ouais, il a quand même gardé les patterns Prema. Oui, oui, quand même, quand même. Et voilà, Victor Martins, qu'on le voit là à l'image avec la livrée Williams. Victor Martins qui est en bleu. C'est pas un bleu alpine, puisque de toute façon Alpine est en rose, mais c'est un bleu Williams désormais sur la voiture de Victor Martins. Il va falloir essayer de s'y habituer. On rappelle que, voilà, justement, voilà les deux nouvelles livrées qui s'écharpent un petit peu en piste, la Montoya et Martins très proches, alors qu'on a Andrea Kimi Antonelli dans le paddock, qui rend visite à son ancien garage de chez Prema. Ce week-end, on a vu beaucoup ça d'ailleurs. On a vu Gabriel Bortoleto passer dans le garage de Trident, d'Invicta, pardon, et on a vu Isaac Hadjar dans le garage de Campos. D'ailleurs, justement, Campos est l'une des rares équipes à ne pas être encore sortie des stands. C'est aussi le cas de MP, Dams, et c'est tout. Encore une fois, des stratégies un tout petit peu différentes. La livrée de Martins à Melbourne va un petit peu me manquer, hein, quand même, parce que le noir et rouge était vraiment très 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 classe. Mais si c'est pour avoir le soutien d'un constructeur de F1, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et merci beaucoup Pierre pour ton prime. Merci beaucoup à toi.
La nouvelle livrée de Martins en Williams, Mamma Mia. Ouais, non, c'est sympa. Faut juste qu'on s'y habitue. Faut juste qu'on s'y habitue. En tout cas, merci beaucoup à toi, Pierre. Merci beaucoup à toi, ça fait plaisir. Mini qui est avec la livrée complètement rose, rose alpine. Regardez son visage s'illuminer quand il reçoit de l'argent. Non mais, alors oui, évidemment, oui. Quand je reçois de l'argent, mon visage s'illumine, ça c'est vrai. C'est complètement vrai. Mais en plus, Pierre, c'est quelqu'un que je connais depuis la maternelle. Donc voilà, ça fait plaisir quoi. Obligé, imagine écouter un pote et avoir des pubs, mais on est où? C'est vrai. Ouais, mais je choisis pas les pubs individuellement, hein. Allez, on a Leonardo Fornaroli à l'image là, qui a coupé son effort directement. Pour le moment, on chauffe encore les pneus, hein. Ne vous inquiétez pas de voir Cyan Shields illuminer les secteurs en violet. Pour l'instant, on n'est pas encore à fond, on fait chauffer les pneus. C'est notamment le cas de Victor Martins là. Ah bah c'est sûr, Tim, ça a changé, hein. Ça a changé Percy F1 depuis l'époque où je me faisais exploiter chez Formula et où tu prenais tous les très larges bénéfices du site. C'est vrai que ça a changé, hein. Tu penses qu'Alpine compte sur Mini ou pas trop? J'espère pour eux, c'est à peu près le seul pilote vraiment compétent, on va dire, de leur académie, donc j'espère pour eux. Euh, Maintenant, il apporte moins de soutien financier quand même qu'un Colapinto. Après, ça serait potentiellement un remplaçant légitime à moyen terme pour un Pierre Gasly qui pourrait peut-être aller ailleurs, je ne sais pas où exactement, mais voilà, actuellement Gabriel Emini c'est l'un des très rares pilotes qui tient la route dans l'Alpine Academy. Allez, on va voir les premiers temps là, vraiment représentatifs. Alors Sébastien Montoya 32,9. Euh, attendez, non, il y a trop de décalage là, le live timing. Il y a beaucoup trop de décalage. Attendez, je remets à 28. Alors Victor Martin, c'est en 33-0 pour l'instant, c'est plus lent. C'est plus lent que Sébastien Montoya, qui est en 32-9. Amaury il signe un premier temps en 1,59,4. On rappelle, c'est à peu près 10 secondes plus lent que ce qu'ont fait les F3 tout à l'heure. Donc ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite que ça, à peu près une quinzaine de secondes plus rapide. Allez, Martin, ce qui va passer. Moi, je vais tenter de caler mon live timing. Ok, 5. Je dois encore rajouter 5 secondes, désolé. Désolé, je fais encore des petits ajustements là. Victor Martins, en tout cas, qui a allumé en violet là sur le deuxième secteur, 45,5. C'est une belle référence. Alex Dunn, 32,8 sur le premier secteur, ça peut être très intéressant ça pour le pilote McLaren. Le pilote Rodin Motorsport, Miyata qui passe sur la ligne. Et c'est très largement battu par Victor Martins. Oh, mais non, purée, mais c'est. Quoi, je comprends pas. Je comprends pas. Excusez-moi. Martins, donc qui signe le meilleur temps. Gabriel Emini, qui est pour le moment battu. Martins, Mini, Montoya, Miyata. Il n'y a que les Prema et les ART pour le moment qui ont fait les chronos. Martins 2 dixièmes plus rapide que Mini, Montoya, Miyata, Villagomez, Bennett. Il n'y a que 6 pilotes pour le moment et 107%. Roman Stanek qui se rapproche de Martins à 2 dixièmes. Mais attention à Alex Dunn. Alex Dunn qui avait signé meilleur premier secteur absolu, qui va bientôt en finir avec son tour. Fornaroli qui est en très très grande avance. Très très grande avance, 3 dixièmes plus rapide que Victor Martins pour le moment, le champion de F3 qui a l'air très bien parti pour signer un très très gros chrono. Alex Dunn qui va boucler son chrono, il était un petit peu en sous-virage là sur le dernier. Ça va être deuxième à 2 petits millièmes de Victor Martins. Mais Fornaroli, là, il a l'air extrêmement véloce. Et le pilote italien qui passe qui passe sur la ligne, 468 millièmes plus rapide que le pilote français Victor Martins. Et bien Fornaroli lance les hostilités. L'écart est assez impressionnant. Et c'est pas. Il lui prend un dixième et demi à chaque secteur. Il prend un dixième et demi à chaque secteur sur Victor Martins. C'est très surprenant. C'est très surprenant. Donc, bah, puisque non, justement, ça va pas trop dans le sens de la loterie Mechachrome, puisque c'est vraiment, même dans les secteurs un peu plus sinueux,
notamment le secteur 2, ça veut dire qu'ils gagnent du temps, assez impressionnant. Gabriel Emini pour l'instant un petit peu dans le dur, hein, 5ème, alors qu'il n'y a que la moitié des pilotes qu'on fait des temps. Pour le moment, ouais, chez MP, chez Campos, chez Dams, on n'a pas encore lancé sa qualif, hein. Donc il reste beaucoup de temps, évidemment. Beaucoup de temps. Et puis tout simplement, ça peut aussi s'expliquer par le fait que peut-être que Fornaroli a tout simplement peut-être moins d'essence dans la voiture, peut-être qu'il est parti sur une stratégie différente. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour le moment, c'est difficile à dire aussi tôt dans la qualif, mais en tout cas, l'écart est assez impressionnant, quoi qu'il arrive, mais les références vont continuer à tomber. Tu penses que Fornaroli pourrait nous faire une Bortoleto et peut-être rejoindre une académie de F1? On n'est pas à l'abri. Pour l'instant, on en est quand même assez loin, parce on rappelle quand même, Bortoleto, c'est... Enfin, pour moi, je sais que les deux pilotes sont très souvent comparés, mais pour moi, c'est pas du tout, c'est pas vraiment le même genre de carrière. Bortoleto, déjà, il a été champion sur sa première année de F3. Fornaroli, sur sa première année de F3, il faisait 11e. Donc pour moi, c'est pas vraiment comparable. Maintenant, évidemment, s'il y a des performances en F2, j'imagine qu'il y aura des équipes qui lui proposeront des tests en F1, certes. Mais pour le moment, on est encore assez loin et surtout, pour le moment, le mercato de F1 est assez verrouillé. Pardon si cela a déjà été évoqué, mais non, non, ça n'a pas encore été évoqué. Je n'ai pas pu suivre tout le live, mais du coup, les pénalités qui étaient prévues pour les 6 voitures à l'occasion de la première course, qu'est-ce qu'on fait avec du coup? Eh ben, elles ont été tout simplement annulées. Enfin, en fait, voilà, vu que il y a eu une grille de départ officielle qui a été publiée pour la course principale de Melbourne. La course principale ensuite a certes été annulée, mais la grille avait été publiée, donc cette pénalité a été considérée comme déjà appliquée, et c'est d'ailleurs la même raison qui fait que Victor Martins a pu avoir les 2 points de la pole position alors que la course a été annulée. Donc voilà, pas de pénalité pour les Dams, pour les Rodin et pour les Tridents, notamment de Sami Mektounif. Alors que là, il y a des pilotes qui sont repartis sur un deuxième tour lancé avec leurs pneus. Je ne comprends pas vraiment l'intérêt, puisque voilà, Mini qui boucle son temps à 1 seconde 2, donc 5 dixièmes plus lent que ce qu'il avait fait avant. Peut-être Bennett qui va pouvoir un petit peu améliorer. Eh bien non, même pas. Je comprends pas trop. Alors je pense qu'on est peut-être en train de brûler un petit peu de l'essence et qu'on roule, qu'on roule pour être le plus léger possible sur la fin de qualif. Mais c'est un petit peu surprenant là de les voir rouler. Alors que désormais maintenant tous les autres pilotes sont sortis des stands. Donc les X, les high-tech, les Trident, les Dams, les MP, les Campos. Tout le monde est sorti des stands, donc on va pouvoir avoir une première hiérarchie vraiment représentative. C'est assez étonnant parce que précédemment, en tout cas les saisons précédentes, dans les qualifs de F2 et de F3, on avait rarement autant de stratégies différentes. Mais là, on sent qu'on est toujours dans une nouvelle réglementation, enfin, même si c'est la deuxième année, et que tout le monde pense avoir un petit peu une stratégie différente qui marche un petit peu mieux que celle du voisin. Alors que là, Campos, on dit à la radio que c'est les premiers tours qui comptent. C'est les premiers tours qui comptent, donc je pense plutôt en termes de chauffe de gomme. Il faut que la gomme, évidemment, soit dans la bonne fenêtre de température pour en extraire le maximum sans non plus la flinguer dès le premier secteur. Une petite Alpine Academy pour Fornaroli. Oh, le cadeau empoisonné que ça serait. Alors qu'on suit le leader du championnat, là, Joshua Dirksen, qui n'a pas encore fait de temps représentatif, je dis, puisque 2 minutes 6, voilà, c'est 16 secondes plus lent que les F3. Non, Dirksen qui est encore en train de chauffer ses pneus, donc non, il repart pour un nouveau tour de chauffe. Alors qu'un numéro spam essaye de m'appeler. Je suis sur 3 écrans, c'est compliqué. C'est compliqué de tout suivre. Donc les pilotes qui sont partis sur les premières minutes rentrent au stand. C'est le cas notamment de Victor Martins et Gabriel Emini. Et donc ils vont laisser la piste aux pilotes du deuxième groupe, j'ai envie de dire, si j'ose l'appeler comme ça. Essaye de parler de Dirksen au numéro spam. Je pense qu'il va prendre peur.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité autour de Pierre Gasly et d'Alpine, qui ont signé un partenariat, un sponsoring avec X. Alors pas X Racing, mais X Investment Group, ce qu'on rappelle, c'est un groupe d'investissement émirati avant d'être une équipe de F2, F3. Très surprenant cet accord avec Alpine et Gasly. Je ne sais pas trop vers quoi ça peut vraiment déboucher. Je ne sais pas s'il y aura vraiment des passerelles qui peuvent se créer, puisque évidemment, là comme ça, évidemment Gasly a des jeunes pilotes à lui aussi, hein. Euh, en quelque sorte, Alessandro Giusti, Enzo Deligny, Arthur Dorisson. Euh, voilà, est-ce que ça peut déboucher sur des moves comme ça chez X Racing? Pour moi, je ne pense pas. Je pense vraiment que c'est deux entités qui vont être vraiment distinctes. Et que voilà, ça serait très étonnant de voir des passerelles ou de voir des pilotes d'X Racing aller chez Alpine, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est quand même une petite info surprenante. Alors que Oli Goetz va lancer son premier tour chrono, lui qui avait signé le meilleur temps aux essais libres, pilote du Red Bull Junior Team, on le rappelle. On sait que, évidemment, les pilotes Red Bull en F2, ils sont sous pression. Il y a Arvid Lindblad, évidemment, le gigantesque favori, 17 ans seulement. Mais il y a aussi Pepe Marty, il y a aussi Oliver Goethe. Potentiellement, il peut y avoir un, voire plusieurs baquets disponibles à la fin d'année du côté du clan Red Bull. On ne sait jamais de quoi pourra être fait l'avenir de Max Verstappen. On ne sait jamais si Yuki Tsunoda arrivera à s'imposer dans ce deuxième baquet de la Red Bull. Liam Lawson, est-ce qu'il peut être en perte de motivation aussi? Isaac Ajar dans tout ça, ça a l'air peut-être d'être le plus safe vu qu'il vient d'arriver en F1, mais on ne sait jamais encore une fois avec le clan Red Bull. Donc voilà, il peut y avoir pas mal de possibilités pour les pilotes qui sont actuellement en F2 sous les couleurs Red Bull. Et d'ailleurs, pour être très honnête, euh, Red Bull, avec évidemment la nouvelle équipe Cadillac qui arrive, c'est un petit peu les seuls probables changements qu'on aura au mercato entre 2025 et 2026. On a eu un mercato qui a tout chamboulé cette année, évidemment, mais visiblement pour la saison prochaine, ça va être plus calme. Les seules possibilités où ça pourrait bouger, on dirait, à moindre retournement de situation, notamment causé par le domino Max Verstappen, ça a l'air plutôt voilà, du côté du clan Red Bull et de chez Cadillac, évidemment. On revient sur la qualification de Formule 2. Oli Goethe, qui pour l'instant aligne ses secteurs 33, 2, 45, 7. Pour le moment, le plus rapide, ce serait plutôt Jack Crawford. Jack Crawford, non, plutôt Richard Verschoor. Richard Verschoor, le coéquipier de Goethe, justement, qui attaque sa 5e année de F2, rempli d'expérience. Crawford qui remonte au 4e rang. Oli Goethe qui passe sur la ligne, c'est assez loin. Pour le moment, 8e. Mais Richard Verschoor, alors Arvid Lindblad, 8e. Richard Verschoor qui monte au 2e rang, qui s'intercale entre Fornaroli et notre Français Victor Martins. Kouchmaini seulement 13e, l'un des multiples pilotes réservistes de l'Alpine Academy. Et Pepe Marty 2e. Ça peut être intéressant, surtout quand son coéquipier Arvid Lindblad n'est que 11e. Ça peut être une performance très intéressante. Et on ne doute pas que Red Bull regarde évidemment les qualifications de Formule 2. Sami Mektounif, très joli 8e temps. Son coéquipier Esterson est 16e. Durksen 19e, assez surprenant. Peut-être une petite erreur de la part du leader du championnat. Alors, donc voilà, tous les pilotes ont fait leur première tentative. Cette fois, on a une vraie hiérarchie. Fornaroli, donc il y a quand même 2 dixièmes d'avance hein, sur Pepe Marty, c'est quand même assez conséquent. Avoir Pepe Marty deuxième, c'est très intéressant évidemment, puisque comme je l'ai dit, ça peut être vraiment un candidat pour la F1. On n'en parle pas beaucoup, il n'a d'ailleurs fait pour le moment encore aucune séance d'essai libre. Et on sait que Red Bull et Helmut Marko parlent énormément d'Arvid Lindblad, qui a 17 ans, qui est 2 ans plus jeune que Pepe Marty. Notamment, Pepe Marty, il est redoublant. Il a plus d'expérience que Lindblad, peut-être un peu plus prêt, un peu plus préparé, un peu plus complet aujourd'hui que le jeune pilote britannique. Mais en attendant, il y a Arvid Lindblad à sa super licence. Il a couru pendant l'hiver pour avoir ses 40 points de super licence. Pepe Marty ne les a pas encore. Donc, petit point à noter. En tout cas, évidemment, pour Pepe Marty, il faudrait rééditer ce genre de performance. Et déjà, il faut que cette performance se confirme, parce qu'on a vu que, évidemment, ça pouvait changer au fil de la séance. On l'a vu en F3 pour Alessandro Giusti, qui est passé de 2e à 9e. Mais pour Pepe Marty, si cette performance se confirme, il va falloir reproduire ça le plus souvent possible pour espérer un baquet de Formule 1 et pour passer dans l'esprit des décideurs de Red Bull devant Arvid Lindblad,
Parce que pour l'instant, c'est pas une chose aisée. Voilà, hein. Arvid Lindblad est vraiment présenté comme le futur Verstappen ou le futur Antonelli plutôt pour être un peu plus à jour. La nouvelle pépite de Red Bull. Pour le moment, discret, 13e. Évidemment, j'étais sûr que ça allait faire parler, hein, que Durksen fasse 19. On rappelle quand même qu'il avait fait une bonne qualif, hein, une bonne qualification de Formule 2 à Melbourne où il avait fait, je crois, 9e. Et il s'était imposé sur la course sprint. Alors que là, chez Campos, on s'entraîne aux arrêts au stand avec Lindblad puis Pepe Marty. Et on Ok, oui, c'est vraiment un entraînement d'arrêt au stand, hein, puisque les voitures ne sont pas reparties ensuite. Il en est où de la super licence Marty? Alors j'avais fait des tweets pour ça, je vais essayer de vous les retrouver. Euh, Je vais essayer de vous les retrouver. Il en est pas si loin non plus, mais en fait il va falloir qu'il fasse un résultat en F2. Il va falloir qu'il fasse genre top 5 ou quelque chose comme ça en F2. Alors, Marty actuellement il a 29 points. Marty a 29 points, donc théoriquement il aurait assez de points pour faire des séances d'essai libre, puisqu'il en faut 25, et pour faire des grands prix de F1 il en faut 40. Cependant, à la fin d'année, il tombera à 15 points, puisqu'il va perdre ses points de l'année 2022. Je crois qu'il avait fait, deuxième ou troisième de Formule régionale asiatique, quelque chose comme ça. Donc il va tomber à 15 points. Donc, ça veut dire que pour Pepe Marty, il faudrait marquer donc 25 points de super licence pour avoir les 40 obligatoires. Ouh, c'est compliqué, il va falloir faire top 4 en F2. Ça met Pepe Marty un petit peu dos au mur là quand même. Ça met... Ah, j'avais pas vu les choses comme ça. Puisque Lindblad, il n'a pas d'obligation de résultat vraiment, mais même si Red Bull parle évidemment beaucoup de lui, il va falloir qu'il prouve sa place quand même. Certes, il a été champion de Formule Régionale Océanie pendant l'hiver, mais c'est pas avec ses performances de Formule Régionale Océanie qu'il va gratter sa place en F1. Il a sa super licence, certes, mais il va falloir encore prouver que, avec des coups d'éclat, un peu comme l'a fait Andrea Kimi Antonelli l'an passé en F2, de prouver que oui, il a vraiment ce truc en plus, quoi. Euh, Je vais juste voir Marty mettre une raclée à une balle. J'avoue que personnellement, Pepe Marty, c'est un pilote que j'apprécie énormément. Euh, Plus que Lindblad. Mais voilà, Pepe Marty, s'il pouvait arriver en F1, ce serait très chouette. Ce serait très chouette. Maintenant, voilà, il en est encore très loin. Et comme je l'ai dit, voilà, il faut qu'il marque 25 points de super licence là. Donc ça va pas être chose très évidente à réaliser. Il va falloir qu'il fasse top 4 au championnat en F2. Et surtout qu'il éteigne Lindblad, puisque pour le moment c'est Lindblad qui sera prioritaire. Dès qu'il aura 18 ans, Arvid Lindblad il sera prioritaire aux yeux de Red Bull. On rappelle que pour le moment le réserviste actuel, c'est celui qui a notamment fait la première séance d'essai libre, c'est Ayumu Iwasa. Mais Ayumu Iwasa, il n'est pas vraiment dans les plans de Red Bull, c'est un pilote qui est là parce qu'il est chez Honda. Mais dès que Honda partira, je pense qu'on pourra dire bye bye à Ayumu Iwasa, malgré un gros talent. On l'a vu lors de ses années en F2, on le voit actuellement en Super Formula où il est en tête du championnat provisoirement. Euh, Ça va être visiblement le prochain pilote Red Bull, ça sera pas Iwasa, ça sera probablement un Lindblad ou un Marty, ou peut-être un Oli Goethe, ça serait extrêmement surprenant, mais visiblement ça se joue plutôt entre Lindblad et Marty. Il a qu'à gagner un championnat ultra relevé pour gagner des points de super licence mérités comme la Formule régionale Océanie. Ouais, non, mais c'est. Enfin, évidemment, hein, bon, la technique de Red Bull d'envoyer Lindblad en Formule régionale Océanie hein, face à des pilotes de F4 et tout, face à des pilotes qui n'ont absolument rien prouvé. Red Bull, à l'image de Verstappen, ils utilisent 100% du règlement et tant pis si c'est pas éthique ou si c'est pas c'est dans le règlement, ils exploitent 100% et voilà. Alors que là, on commence visiblement, commence à y avoir des soucis sur la voiture de Kouchmani. Il y a les mécaniciens de Dams qui galèrent à faire démarrer sa voiture. Là, tous les pilotes sortent des stands, sauf celle de Kouchmani. Il y a Sami Mektounif qui est encore au stand. Je ne sais pas s'il y a un problème aussi pour le pilote français. J'espère pas, parce que Fury, il est 8ème, ça serait une excellente qualif pour le moment. Kouchmani qui peut finalement partir.
Il ne reste plus que Cian Shields et Sami Mektounif. Cian Shields on avait enlevé le capot moteur. On va vite espérer que Sami Mektounif sorte des stands. C'est bon, il est sorti des stands. Ok. On rappelle, contrairement à la Formule 3, c'est le top 10 qui est inversé et qui est crucial pour la course sprint à grille inversée. Pour le moment, ce serait donc Dino Beganovic qui aurait la pole position, qui revient bien de après sa première séance d'essai libre chez Ferrari. Il s'est bien réadapté à la F2, même s'il est pour le moment battu par Luke Browning. Browning qui lui aussi a fait la séance d'essai libre chez Williams. On est en caméra embarquée avec l'actuel 3ème des qualifications, Richard Verschoor, voiture couleur des Pays-Bas, voiture orange, casque orange. Richard Verschoor qui va repartir pour un nouveau tour de chauffe. Vraiment très 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 impressionnant, hein, Leonardo Fornaroli, ce qu'il a fait. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir conserver cet avantage ? Je regarde un petit peu en deuxième partie de classement. Au final, ouais, c'est vrai qu'il y a des surprises, hein. Gabriel Emini qui est 11e, alors que c'était censé être le pilote le plus rapide à Melbourne et aussi lors des essais de Bahreïn, lors des in-season tests. Mini 11e, pour l'instant, ce serait une gigantesque déception, mais ça m'étonnerait que le pilote transalpin reste à cette position. En tout cas, il va essayer d'améliorer, évidemment. Lindblad, 13, pour l'instant, c'est assez compliqué. Oui, New Tuvefier, il est sorti des stands, t'en fais pas. Samy est bien sorti des stands. On a les Campos à l'image, Pepe Marty 2e, Lindblad 13. Maintenant, ce qui compte, voilà, ça va être ce dernier tour, qui devrait être le tour qui compte, hein. Les temps vont tomber, évidemment. Mais comme je le dis, il est toujours important ils sont toujours importants ces premiers tours, puisque une neutralisation, une interruption, un drapeau rouge, un crash, une sortie, etc., c'est très vite arrivé, surtout en formule de promotion, surtout avec des pilotes aussi jeunes, aussi peu expérimentés, hein. Victor Martins avec la livrée Williams, la ART numéro 14 en bleu, qui prépare ses gommes, qui devrait bientôt s'élancer. J'ai l'impression ou j'ai peur que ça soit l'un des premiers pilotes à faire son temps. Généralement, c'est mieux quand les pilotes, évidemment, font leur temps en dernier parce qu'ils ont la piste à leur prime, on va dire. Ouais, Victor Martins qui lance son tour. Tour à battre 1,44 642. Ça va être vraiment dur d'aller chercher le tour de Fornaroli puisque on le redit, Fornaroli avait collé 1/10 à chaque secteur à Victor Martins. Victor Martins qui aborde l'épingle du premier virage. Ça passe très bien, bonne réaccélération. Il n'y a pas de correction de volant, on dirait comme ça. Allez, Victor Martins qui va signer un premier secteur. Est-ce que ça va être en violet? Non, non. Alors c'est 4 millièmes plus rapide que Fornaroli, mais ce n'est pas le plus rapide. Gabriel Mini qui est aussi en 32,8. Alors on ne voit que les dixièmes malheureusement sur l'écran, mais Martins il a fait 32,896. Donc Verschoor aussi en 32,8. Tout le monde est un petit peu roulant en 32,8 là sur les premiers chronos. Goethe aussi. Les MP, hein. Les MP il faut les surveiller, hein. Martin, à propos de l'Invicta, dans cette voiture, vous ne me revoyez plus, j'aurais récolté 30-35 secondes. En référence évidemment à Verstappen, mais non, Martin n'a évidemment pas dit ça, mais peut-être qu'il le pense. Victor Martins qui va boucler son deuxième secteur, c'est beaucoup plus rapide cette fois, 45-0, le deuxième meilleur secteur absolu, alors que Mini n'arrive pas à suivre le rythme de Victor. Mini est plus lent que Fornaroli, que le premier tour de Fornaroli, donc ça c'est un petit peu inquiétant pour le pilote italien. Victor Martins qui va finir son temps. Allez, bien passer le dernier virage. Richard Verschoor qui est en amélioration, c'est plus rapide que Fornaroli, mais là, Martins a l'air d'avoir mis une grosse différence sur ce deuxième secteur. Victor Martins qui va en finir avec son temps. 5 dixièmes d'avance, une 44 163. Il va être dur à aller chercher.
Gabriel Emini qui remonte au 3e rang. Luke Browning, attention, meilleur premier secteur absolu, 32,6. C'est exceptionnel ça comme premier secteur. C'est 2 dixièmes plus rapide que ce qu'a fait Martins. Verschoor qui remonte au 2e rang. Elle n'est pas finie cette qualif. Browning, Browning qui a accusé un peu le coup dans le 2e secteur, 77 millième. Est-ce que peut-être les pilotes Williams vont faire un doublé? Peut-être. En tout cas, Browning est un petit peu en retard. Lindblad qui remonte au 7e rang. Attention à Fornaroli aussi, il ne faut pas l'oublier. John Bennett, excellent 6e. L'ancien pilote de GB3. Luke Browning qui va en finir avec son tour. Roman Stanek, 2e. Attention aux Invicta. Roman Stanek, 2e à 4 dixièmes. Luke Browning qui passe sur la ligne. C'est 2e à 1 dixième. 129 millième. Mais Fornaroli est plus rapide. Dunn est plus rapide pour le moment après 2 secteurs. Alors Fornaroli pour le moment est 1 dixième et demi plus rapide après 2 secteurs. Oh là là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Fornaroli a l'air absolument injouable, tout simplement. Il va en finir avec son temps. La dernière accélération pour le pilote italien. Le champion de Formule 3 qui va claquer la pole avec 1 dixième et demi d'avance sur Victor Martins. Alex Dunn qui remonte au 4e rang. Sami Mektounif qui va aussi bientôt en finir. Qui est actuellement 20e. Il va vraiment falloir améliorer. C'est le dernier pilote là qui doit faire un temps. On va vite espérer une amélioration pour le pilote marseillais. Sami Mektounif qui remonte au 7e rang. Excellente performance. Excellente performance de la part du pilote Trident, qui est 10 positions devant Max Esterson. Victor Martins 2e, Sami Mektounif 7e. Cette qualification se passe beaucoup mieux que la qualification de Formule 3. Alors évidemment, ça célèbre chez Invicta avec un membre de l'équipe Sauber, proche de Bortoleto probablement, qui est 10e. C'est Dirksen. C'est Dirksen. C'est Joshua Dirksen qui sera en pôle pour la course demain. C'est exceptionnel. Hein. C'est le leader du championnat qui sera encore en pôle pour la course à grille inversée. Ça va peut-être devenir l'homme des courses à grille inversée. Et les Campos qui sont complètement passés à côté. Et voilà, Pepe Marti qui était provisoirement, qui a été un temps 2e. Et ça a fini encore pire que pour Alessandro Giusti, puisqu'il finit 11e et surtout en dehors de ce top 10 si important. Pepe Marti qui va donc partir 11e des 2 courses. Arvin Lindblad 16e, Gabriel Emini 12e, même Crawford 14e, Ritomo Miyata 19, il y a des énormes déceptions là quand même. Hein. Il y a des énormes déceptions. Lindblad c'est lent. En fait moi le souci je pense pour les Campos, mais je vous l'avais déjà partagé, c'est que je pense que malheureusement les Campos n'ont plus l'avantage qu'elles avaient sur la première année. Et on l'a vu au fil de l'année, Campos a dégringolé dans la hiérarchie. Et c'est juste Isaac Hadjar qui arrivait à surperformer de temps en temps, mais que c'était beaucoup plus difficile qu'en début d'année. Et là, ça se voit. Ça se voit parce que sans Isaac Hadjar, là, ça devient beaucoup plus compliqué pour Campos. Oh, Sian Shields, magnifique drift. Grosse perte de temps, mais magnifique drift. En tout cas, très belle note artistique. Gabriel Emini 12e, énorme clim du côté de chez Prema. Je pense que personne n'attendait ça, que ce soit chez Prema, que ce soit chez les rivaux, parce que le rythme qui avait été affiché en essai était le même à peu près qu'à Melbourne. Grosse surprise de voir le pilote italien en 12e position. En fait, au final, on attendait un Italien en pôle, mais pas celui-là. Grosse performance de Leonardo Fornaroli et de Invicta Racing qui volent tout simplement. L'Invicta vole et Leonardo Fornaroli en extrait le plein potentiel, donc impressionnant. Crawford et Maini, une décennie en F2 ont cumulé, pas un dans les 13. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué malheureusement. Clément Novalak, ah oui, je l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. En course, j'espère Victor sera mieux. Déjà, j'espère que la course aura lieu et que Victor pourra marquer des points. Déjà, ça sera bien. Donc non, Victor Martins, 2e, c'est une très bonne qualif quand même. Wow. Ah oui, son coéquipier Rito Momiata est 19e, donc oui. Donc ça reste une très bonne qualif pour Victor. Il est très bien placé pour marquer de très gros points. Peut-être, voilà. Aussi, moi, attendez, Villa Gomez 8, j'avais pas vu. Attendez, qu'est-ce qu'il c'est? Bon,
Bon, il y a des pilotes surprenants, très haut placés, comme Raphaël Villagomez. Après, Raphaël Villagomez est très expérimenté, hein. En soi, au bout d'un moment, peut-être que ça commence à performer pour l'ancien vainqueur du volant Richard Mille. Voilà. Moi, quand même, ce que je vais retenir, alors, Alex Dunn aussi quatrième, hein, très très bonne surprise hein, de la part du pilote Rodin. On sait que Rodin apprécie particulièrement le circuit de Bahreïn puisque Zayn Maloney avait fait un doublé. Euh, donc Alex Dunn, très belle surprise. Stanek, bah, c'est bien, mais c'est sa troisième année et Fornaroli est rookie, donc c'est pas très bien. Vershore 6, Sami Mektounif 7ème, excellente surprise. Maintenant, il faut que ça aille au bout, il faut que ça marque des points. Et voilà, ça, en tout cas, c'est une excellente façon pour le pilote marseillais de potentiellement lancer sa saison. Villagomez 8, Beganovic 9 et Durksen donc 10. Samy et Victor, très bonne perf des deux, pas parfait mais très bon. Oui, c'est ça. Après, est-ce qu'on pouvait aller chercher Fornaroli aujourd'hui je ne sais pas. C'est mieux que la F3. Pour les Français, oui, c'est mieux que la F3. Au final, et puis au final, pour la F3, on est déçu parce que à la première moitié, on s'est dit ah purée, ça va être exceptionnel. Nos Français sont super bien placés et au final, ça a déçu. Mais quand même, Giusti par 9ème, il y a des bons points à aller chercher sur les deux courses. Bon, pour au final, ça sera plus compliqué. Et là, en tout cas, pour nos deux Français, Victor Martin s'est idéalement placé et Mektonif est très bien placé aussi pour des premiers points. Browning va sortir de ce week-end leader du championnat, je pense, petit pari comme ça. Écoute, en partant troisième, il avait déjà fait podium à la course sprint. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut se tenter. Ça peut se tenter en marquant des points sur les deux courses, là encore. Honnêtement, en course longue, il n'y a que les trois premiers que je vois capables de s'imposer. Ah, peut-être un Vershore, hein, un Vershore à l'expérience, peut-être. Les MP, vous allez dire que j'ai une fixette avec les MP et Bahreïn, mais voilà, je les sens bien. Je les sens bien. Surtout sur le. Je les attends plus sur le rythme de course, mais donc on verra ce que ça donne. Donc ouais, Vershore. Puis après, avec la F2, on sait, il y a les arrêts au stand aussi lors de la course principale. Voilà. Il y a les arrêts au stand qui peuvent un peu rebattre les cartes, surtout s'il y a des safety cars, etc. Petite question, on se dirige évidemment vers la fin de ce live. Je pense essayer de streamer dimanche, mais je ne serai pas chez moi, donc c'est pas évident à gérer. Peut-être que je streamerai les deux courses, mais à choisir, qu'est-ce que vous préférez que je stream entre la F3 et la F2? Voilà, puisque je vais peut-être devoir faire un choix, peut-être que j'arriverai à faire les deux, mais peut-être que je vais devoir faire un choix, donc à choisir dans le chat, qu'est-ce que vous préférez entre les deux? Les deux. Merci Julien pour... Ah, sondage. Ouais, monsieur qui fait des sondages, Homero. Attends, j'essaye de... C'est si galère. Si galère. Bah écoutez, j'essaye de créer le sondage. Slash Paul. Comment ça, slash Paul? Je peux. Ah, s'il te plaît, Homero, sauve-moi, parce que moi, c'est galère et ça charge dans le vide, là. F2, c'est mieux? Bah, F2, c'est... Je sais pas, parce que F2, certes, évidemment, en plus, il peut y avoir peut-être un peu plus d'action, je sais pas, parce qu'il y a les arrêts au stand, etc. Mais aussi, la F3, c'est quand même Justy et Naël. Justy et Naël, c'est un petit peu mes chouchous depuis qu'ils ont débuté. Vu la qualif de F2, ah, c'est vrai que vu la qualif de F2, et stream, bah moi, je vais pas voter pour ce sondage, puisque bah, je veux votre avis, quoi. Parce que, voilà, Justy et Naël, c'est mes chouchous, et voilà, la grille de la F2, je la trouve certes peut-être peu inspirante, comme il y a un autre commentaire qui a été qui l'a dit, mais dans le même temps, très bonne qualif de nos deux Français. La F3, il y aura 5 stickers et tu vas devoir meubler Percy. Bah, j'aime bien meubler. De toute façon, depuis Melbourne où on a patienté pendant des heures pour que la course soit au final annulée, t'inquiète, je sais meubler. Hein. Justy P9 et Naël P23 ou les deux Français dans le top 10. Une certaine façon de présenter les choses, en effet. Et Naël, c'est P22 au final, c'est pas P23. Je vois, t'essayes de le décrédibiliser. Attention, remember que les deux dernières courses longues, c'est un cavalier seul, ça peut parfois. Hein. Allez, ça vote pour la F2. Ça vote pour la... Quand tu meubles, tu reçois 30 subs, ça vaut le coup. Moi je prends, hein. Moi je prends. Pour cher 2023, mais l'année 2024, c'est pas faux, mais après c'était des
c'était des ouvertures de saison. Donc peut-être c'est un petit peu, je sais pas, un petit peu différent. Je sais pas. Bon, écoutez, vous avez voté pour la F2. Je vais voir. Et dans un monde idéal, alors Julien, dans un monde idéal, j'essaierai de streamer les deux, mais je peux pas vous le garantir. Écoutez, bon, il y a quand même du positif, plus en F2 qu'en F3 évidemment, mais quand même une après-midi assez sympa. Ça ne compense pas malheureusement la défaite sur le fil d'Arthur Fils face à Carlos Alcaraz en tennis, mais quand même un moment sympa tous ensemble, écoutez. Donc merci d'avoir été aussi nombreux sur ce live, on se retrouve probablement dimanche. Suivez-moi sur Twitter et sur Blue Sky pour avoir les dernières infos. Et, bah, voilà, je vous dis à dimanche. Bye bye.